Bienvenue au 20h, édition du TGV depuis la présidence de la République de France avec Madame Bia et le comte amiral. Il faut retenir que notre président de la République, Madame Paul Bia, est impliquée dans l'affaire de Wembapou. Comme vous le voyez très bien, nous sommes déjà dans ce studio rapidement avec des analystes qui nous décryptent déjà qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, si vous le voulez... Derrière, à un haut fonctionnaire de l'État dont on soupçonnait qu'il était plein aux as, qu'il avait beaucoup d'argent, des centaines de millions, voire des milliards dans son compte bancaire, on lui faisait croire que, écoute, monsieur, vous êtes sur le point d'être nommé ministre de la Défense, voilà le projet de décret du chef de l'État qui est déjà prêt. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as combien? Voilà, comme on dit vulgairement au Cameroun, tu as combien? Et pourtant, ces projets de décret du chef de l'État étaient falsifiés. Et les membres de ce gang avaient pour parrain le contre-amiral Fouda et le couple présidentiel. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Pour les hommes d'affaires qui venaient investir au Cameroun, on leur disait, parce que les services de renseignement avaient déjà les informations à l'avance sur un projet de lancement d'un appel d'offres pour un marché quelconque. Alors, puisque les services de renseignement ont toutes les informations sur qui entre au Cameroun comme businessman et tout, eh bien, on contactait le concernant, on lui disait, écoutez, monsieur, nous avons une offre à vous faire, une offre d'affaires, bien sûr. Il y a un marché qui sera lancé bientôt, mais sauf que là, il y a madame, c'est-à-dire la première dame, qui attend son pourcentage. Écoutez, c'est une offre assez mirobolante, nous attendons que vous fassiez un petit geste, voilà. Et pour vous en convaincre, je vous invite à écouter cet extrait du grand frère, le journaliste Morgan Palmer, qui dit avoir été témoin de cette escroquerie à grande échelle qui est couverte par le sommet de l'État du Cameroun et qui avait pour victime un homme d'affaires, un Français, un armateur qui était venu au Cameroun avec des bateaux pour investir au Cameroun et qui s'est fait gruger par les membres de ce même gang. Et cette fois-là, il s'agissait de Georges Gilbert Baonla, qui se présente comme étant le fils de Paul Biya et puis la première dame. Je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à écouter cet extrait et on revient par la suite. Il y a 5 ans, en 2019, j'arrive à Paris et puis un jour, j'ai un copain qui bossait à l'Élysée à l'époque qui m'appelle et qui me dit « Tiens, je suis dans un cabinet d'avocats, je suis avec un ami, tu connais un certain fils du président Biya, Georges Baonla ?» Je lui dis oui, bien sûr. Il me dit parce que bon voilà, je suis avec des amis dans un cabinet, il y a un dossier sur lui. Est-ce que tu me permets de te les passer pour qu'il parle avec toi? Et donc on me passe un avocat au téléphone. Et ce dernier me dit bon voilà, nous on est en train de faire nos enquêtes depuis parce qu'on a un dossier, on a un client qui s'est fait escroquer 500 000 euros, voilà, donc à peu près 300 millions de francs CFA, par quelqu'un qui s'est présenté comme étant le fils du président de la République, mais qui travaillait de commun accord avec la première dame, Madame Chantal Biya, et eux, donc leurs clients, c'est des armateurs à qui on a vendu l'idée d'avoir des marchés, ils sont venus d'ailleurs avec leur bateau jusqu'au Cameroun, sauf qu'ils sont restés longtemps en haute mer sous les promesses de oui, il faut d'abord donner 500 000, la maman a demandé 500 000, donc ils ont donné les 500 000 euros, ensuite on a dû renflouer les caisses, ils se sont retrouvés à payer le séjour, parce qu'il leur a dit, ben non, moi je suis, si je descends à Douala, je dois être à l'hôtel, donc ils se sont retrouvés avec des factures de 6 millions d'hôtel tous les mois, ils ont trouvé que c'était un peu lourd, donc pour freiner, freiner la cadence, ils ont dû lui prendre une villa en location à Douala. Donc ces gens-là, ces avocats, donc ils me racontent, voilà, sont nos clients, et vraiment, ils seront outrés, et après leur avoir perdu du temps, pris tout cet argent qui était supposé aller à Madame Biya, il n'y a rien qui s'est passé. Donc au bout d'un moment, ils ont remballé leur pic et leur plaque, ils sont repartis en Europe, bien escroqués comme il faut. Je vous parle des affaires de 2019. Donc, et par la suite, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont raconté tout le malheur qu'ils ont vécu dans notre pays. Donc à l'époque, cette histoire mettait déjà en scène Madame Biya. Donc elle apparaissait, son nom apparaissait via Georges Gilbert Baonla, qui a été l'auteur de cette arnaque, cette escroquerie, s'il faut appeler ça comme ça. Hein, j'en parle. Donc ces gens-là, bon, j'ai pas pu faire prospérer leur affaire longtemps parce que vous voyez, si la principale incriminée c'était Madame Biya via Georges Gilbert Baonla qui se revendiquait d'elle, un peu comme les autres se revendiquent aujourd'hui d'un tel ou d'un tel. Je vous évoque cet épisode juste pour que vous compreniez très bien que en fait ce que vous voyez aujourd'hui existe dans notre pays depuis toujours.
Donc ça n'a pas prospéré, ces gens ils ont perdu cet argent, ils sont plus jamais rentrés en possession de cet argent et ils n'ont non plus le service qui était promis. Voilà, vous avez donc compris comment cette bande en bas pour parfait fonctionne et ça se passe depuis des années, depuis des dizaines et des dizaines d'années avec la couverture de la famille présidentielle. Grâce à la couverture de la famille présidentielle, ce parfait Mbapou que vous voyez là, il est en contact permanent, donc il agissait avec la nièce de Paul Biya qui s'appelle Cathy Meba. Cathy Meba qui est conseillère régionale dans le sud là-bas. Elle est la complice de ce gang-là. Elle a agi, elle a bénéficié de cette vaste opération d'escroquerie-là. Elle a profité de ça. Devinez la meilleure, mesdames et messieurs. En fin de semaine dernière, vous avez sans doute appris que toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été purement et simplement relâchées. Ils ont tous été libérés. Sur ordre de Chantal Biya, parce qu'elle-même, Chantal Biya, a été citée dans cette affaire-là qui opposait Hervé Parfait Mbapou et le contre-amiral Fouda. Je vous en avais parlé ici. En juin dernier, je vous avais dit que la première dame, Chantal Biya, est impliquée dans l'affaire-là. C'est-à-dire que le compte bancaire qui a été ouvert à Freeland First Bank et qui était mouvementé par un certain Jean Gankam. Parce que c'est Jean Gankam qui sert de dispatch à ici. Donc, le butin de l'escroquerie, l'argent qu'ils stockent aux hommes d'affaires, aux fonctionnaires et tout, ils partent garder ça là-bas, à Freeland First Bank. Et ils mouvementent ça quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des dizaines d'années. Ils fonctionnent de la sorte. Parce que le Cameroun est dirigé par des crapules, par des voyous, par des filots. Quand ce ne sont pas, ce ne sont pas des opérations de braquage qu'ils organisent en Afrique de l'Ouest pour aller voler les voitures. Et c'est le cas de Oswald Baboké, parce que ça, c'est sa spécialité. Monter des gangs de bandits, des gangs de voyous, composés pour partie des soldats camerounais, qu'on envoie pour aller braquer au Togo. On vole les voitures et on les ramène au Cameroun pour les vendre. Et ce réseau-là, dans ce réseau-là, vous retrouverez des commissaires de police, vous retrouverez des agents de renseignement, vous retrouverez des procureurs, des magistrats, etc., etc., des hauts gradés de l'armée et tout ça. Et en 2020, là, les gars qu'on avait attrapés au Togo là-bas, ils étaient allés, on les avait envoyés, c'est-à-dire que leurs commanditaires, les Baboké et autres, les Mbankui Émile, le colonel Mbankui, les avait envoyés au Togo pour aller braquer, voler les voitures là-bas et revenir avec ces voitures-là au Cameroun. Ils ont été arrêtés là-bas au Togo, et les Ntangamoro et autres, ils ont été abandonnés là-bas. Ils ont été abandonnés là-bas. Je ne sais pas si, je me rappelle à l'époque, à Tonfac Serge Cyril, qui est le porte-parole du ministère de la Défense, il prend un communiqué parce que la télévision, la TVT, la télévision togolaise avait fait tout un reportage dessus qu'on a attrapé 5 membres d'un gang de braqueurs, des Camerounais et tout et tout. Et parmi ces braqueurs-là se trouvaient des sergents de l'armée camerounaise. Parmi ces braqueurs-là se trouvaient des sergents. À Tonfac sort un communiqué, non, on ne les a jamais envoyés et tout et tout. Et ils ont pris les armes pour aller braquer. Qui leur a donné les armes? Qui leur a donné accès à la poudrière du quartier général pour qu'ils aient accès aux armes? Qui leur ont permis d'aller braquer au Togo? Qui les a même envoyés là-bas? Et c'est toujours comme ça qu'ils sont. Quand ça cuit là, allez, comme le contre-amiral Fouda tout récemment là, quand ça a commencé à cuire entre Mbapou Parfait et lui, il dit que non, il ne connaît pas Mbapou, que vraiment on a essayé d'imiter sa voix, on a essayé d'imiter sa signature, etc., etc. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a un soldat de la garde présidentielle qui est en prison à la Mako au Burkina Faso. Est-ce que vous savez ça? Ces patrons à la garde présidentielle là, les colonels et autres, les hauts gradés, qui voulaient avoir certains gris-gris pour leur magie noire et autres, ils l'ont envoyé rencontrer un marabout au Burkina Faso. Et maintenant, le soldat de la GP en question est allé voir le marabout. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, soit la prescription qui a été faite par le marabout n'a pas marché et tout. Et puis le soldat a sorti son arme, il a tiré sur le marabout. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Il a été condamné à la perpétuité. Un soldat de la garde présidentielle, il est en prison à Ouagadougou au Burkina Faso. Et ses patrons l'ont abandonné complètement. Ils ne sont même plus au courant de lui. Pourtant, ce sont eux qui l'ont envoyé là-bas pour aller prendre les gris-gris auprès de ce marabout-là. De ce marabout burkinabé. C'est comme ça que ces gens-là sont. Quand ça cuit là, ils disent que non, oh, l'autre là, on ne connaît pas. Pourquoi Chantal Biya a donné des instructions qu'on libère tous ces gens? C'est parce que sa nièce était impliquée. C'est parce que les fils jumeaux de Chantal Biya ont bénéficié, c'est-à-dire qu'on perçu une partie du butin de l'escroquerie là, de cette escroquerie d'État, ils ont bénéficié de ça. Donc ils étaient impliqués dans l'affaire Mbapou.
Voilà pourquoi Chantal Biya, parce que d'après ce que mes sources m'ont révélé, quand Chantal Biya apprend que sa nièce a été jetée à Koningui, elle pique une crise, elle commence à tout casser là-bas à Genève, là où elle est avec son mari. Elle commence à tout foutre en l'air. Elle dit que ici, Sagat. Ah oui. Voilà pourquoi, dans un premier temps, on a d'abord sorti sa nièce, la Nyanjok. Je crois que c'est Nyanjok Olive ou c'est qui là. On l'a d'abord sorti. Et après, comme l'information a commencé à fuiter, Chantal Biya dit que non, il est mieux qu'elle reste d'abord là, qu'elle attende un peu. Et en plus de ça, tout ce beau monde-là a été libéré. Pourquoi? Parce que ça allait être flagrant. Que non, comment on peut libérer celle-là parce qu'elle est la nièce de la première dame? Mieux, on les libère tous une fois. Et surtout que Parfait Mbapou était sur le point de cracher le morceau, de tout verser dehors, tous les secrets d'État dehors, si on ne le libérait pas. Voilà donc comment tout ce beau monde-là a été libéré. Alors, quelle image est-ce que cela renvoie du Cameroun d'abord? C'est-à-dire que l'image du Cameroun, un pays qui est pris en otage par des gangsters, des criminels, des brigands, des bandits. Mais c'est des bandits qui sont à la tête de ce pays. C'est des bandits. Et quelle image cela renvoie de la justice camerounaise même? Quelle image ça renvoie de la justice camerounaise? C'est Montaigne qui disait que selon que vous êtes noir ou blanc, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Et c'est ce qui se passe au Cameroun là. Tant que tu fais les affaires louches avec la première dame ou Paul Biya, tu ne risques pas d'aller en prison. Or, quand tu t'appelles Michel Biemton, tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, sans avoir braqué chez quelqu'un, sans avoir volé, sans avoir ôté la vie à quelqu'un, c'est toi qu'on va envoyer en prison. Et pour bien longtemps. Les militants du MRC qui sont en prison depuis 4 ans aujourd'hui. Hier, nous étions le 22 septembre. Hier, ça faisait exactement 4 ans que ces enfants-là ont été arrêtés et j'étais en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent en prison, les Bibou Nissak, les Alain Fogué et tout ce beau monde-là. Les Pascal Nzambo, ils sont là-bas. Comment ils s'appellent? Les victimes de l'opération épervier là, les Olangna, les Marafa, les Ababa, les Charles Moutouk, les Amadou Vamoulke. Ils sont donc coupables de quoi? Ils sont coupables de quoi? Quand des personnes qui ont utilisé les armoiries de l'État pour escroquer des gens, pour escroquer des hommes d'affaires, pour escroquer des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont falsifié les sceaux et les armoiries de l'État. Eux, ils sont libérés. Les autres, là, les Ataname Baralo, les Olama qui sont en prison, là, les Marafa et autres, ils sont donc coupables de quoi? Ils sont coupables de quoi? C'est des prisonniers politiques, tous ces gens-là. Je n'ai eu de cesse de le dire depuis que le problème du Cameroun, ce n'est pas ces gens qu'on a jetés en prison, là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de moi à l'époque? Voilà aujourd'hui que les Camerounais découvrent le vrai visage des personnes qui sont à la tête de leur pays. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont champions pour arracher les projets des jeunes. Je me rappelle, il y a un certain Nkoma Augustin qui avait confectionné une œuvre qui avait pour but de célébrer le 50e de l'indépendance et de la réunification. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée de confectionner un ouvrage qui retrace les 50 ans de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Il est allé contacter des hauts cadres de la présidence de Bellinga Eboutou. À l'époque, nous étions en 2013, comme ça, 2014, 2015, je ne me rappelle plus. Et puis, au lieu que des moyens soient mis à sa disposition pour vulgariser le projet, allez, Bellinga Eboutou prend le projet, il s'approprie le projet d'abord et il le confie à Oswald Baboki. Et maintenant, ça devient l'œuvre de Oswald Baboki, alors que ce n'était pas son œuvre. Donc, l'œuvre du jeune Augustin Nkoma a été détournée. Et quand Nkoma se rend au domicile de Bellinga Eboutou à Hala pour revendiquer son œuvre, Bellinga Eboutou envoie les agents de la DSP pour le torturer, pour le tabasser. Les Camerounais doivent enfin réaliser, à travers cette affaire Mbapou Parfait là, que le Cameroun est dirigé par des brigands, des voyous. En commençant par Paul Biya lui-même. Hein. En commençant par Paul Biya lui-même, parce que Paul Biya ne peut pas dire qu'il est ignorant de toutes ces choses-là. Il ne peut pas nous dire ça. Il ne peut pas dire qu'il est ignorant de ça. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Voilà pourquoi je n'ai eu de cesse de vous dire à travers mes vidéos sur YouTube ici. Et sur TikTok, je n'ai eu de cesse de vous le dire. Que si vous ne prenez pas la rue pour chasser ces gens-là, vous comprenez? Parce que comme vous les voyez là, vous pensez qu'ils vont quitter le pouvoir facilement avec tout ce qu'ils ont déjà eu à faire, toutes ces escroqueries-là. Parce que s'ils perdent le pouvoir aujourd'hui, ces affaires-là, les Mbapou Parfait, escroqueries et autres, vont remonter à la surface et ils vont payer pour ça le moment venu.
Sous le nouveau système là, qui viendra, ils vont payer pour ça. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir. Alors, que font les Camerounais? Vous continuez à croire aux vertus des élections au Cameroun? Les gars, vous ne voyez pas ce qui se passe? Moi, je vous ai dit, si vous ne prenez pas la rue pour bousculer, parce que ces gens-là, il faut les bousculer dans la rue. Il n'y a pas de solution avec ces gens. C'est l'insurrection populaire. C'est un ancien Ouagalais qui vous parle. J'ai vécu à Ouaga avec les Burkinabés qui ont organisé l'insurrection, qui a renversé Compaoré. J'avais des voisins qui ont participé à l'insurrection là. Donc je vous dis, tant que vous serez là à croire que c'est avec les élections que vous allez faire partie de ces gens, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Il faut songer à faire partie de ces gens-là à travers une insurrection populaire. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus rien. C'est le règne de la jungle. C'est tout un cartel qui dirige la République, finalement. Alors, si vous n'êtes plus capable, si la justice n'est plus capable de vous protéger, si les services de renseignement du Cameroun, qui sont là pour veiller, pour protéger la République des menaces venant de l'extérieur, si ces services de renseignement, là, les services secrets, ne sont plus à même de protéger la République, de protéger les Camerounais, mais versent plutôt dans des activités criminelles, que reste-t-il à la population? Rester là, regarder et ne rien faire? Non. Vous devez prendre vos responsabilités, chers compatriotes. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Quel que soit ce qu'il m'en coûtera, je ne cesserai jamais de vous dire qu'il n'y a qu'une insurrection populaire pour faire tomber ce régime, cette dictature criminelle et crapuleuse. Il n'y a aucune autre solution. Aucune autre. Aucune autre. Aucune autre. Et c'est non négociable. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi, partagé cette vidéo. Je vous laisse avec cet élément assez illustratif de l'ambiance qui règne en ce moment au sommet de l'État du Cameroun. Je ne vous en dirai pas plus. Cet élément vient de mon ami Paul Chota qui a publié cela sur sa page. Allez, merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de NBT et à nous revoir dans le cadre d'une prochaine édition de votre chronique, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire quoi? Je voulais vous parler avec mon âme, papa. Je voudrais vous dire quelque chose, mais c'est tellement délicat parce que, vous savez, moi, je suis dehors, papa. Je marche un peu partout, j'écoute tout le monde. Je ne dis pas que je suis mieux renseigné que vous, non, je ne peux pas penser ça. Mais je veux quand même vous dire que la situation, elle est très grave parce que il y a un traditionnaliste nigérien qu'on appelle Khalifa. Et c'est un ami du CDS. Et c'est quelqu'un qui consulte spirituellement les présidents nigérians, le nouveau et le président Etienne Tshisekedi. C'est lui, au moment où le colonel devait aller à la retraite, qui lui avait trouvé un contrat en RDC pour former la sécurité militaire là-bas, pour un contrat. Je vous avais parlé de ça. Et il avait dit au colonel, quand il regarde la situation au Cameroun, il lui a dit que l'homme de la maison là, le Mineta, avait barricadé le chef mystiquement et que le bic était entre ses mains et que le chef était là comme ça, comme quelqu'un qui figure. Et quand le colonel m'a dit ça, il m'a dit que tu vois, parfait, face à une telle situation, comment est-ce que je peux faire pour dire ça à X ou à Y? Je ne peux pas. Et ça sera comme si j'invente quelque chose. Bien, c'est des sujets qui sont très sensibles. Et il lui a dit que même le remaniement ne sera pas de sitôt parce que ce que lui voit, ce n'est pas la même chose. Et il lui a dit qu'en France, en Inde et à Dubaï, il avait beaucoup de personnes qu'il avait missionnées pour rencontrer des puissants marabouts. Et vous voyez aujourd'hui, papa, quand même, ça se voit que c'est ça. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous dire, papa. Je voulais vous parler avec mon cœur pour vous dire que la situation... Et je pense qu'ils veulent même vous atteindre. Vous êtes aujourd'hui la seule personne qui fait ombrage à leur dessein funeste, à ce qu'ils veulent. Parce que il a pris un
qui était dans son cabinet, qui était particulièrement comme son particulier. Et puis, M. Mesmer, le colonel Lundu, c'est toujours entre eux et tout ça. Bon. Et vous voyez, même sur le plan de l'équilibre régional, ça fait 2 personnes du centre qui sont un et le patron, l'autre est l'adjoint. Bon. Donc, voilà, mon général, c'est un peu ça. J'ai compris. Bon, moi je vois les choses comme toi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée quand même à notre niveau là. Oui, papa. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, on verra. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Oui, oui. Donc, on verra. D'accord, papa. On verra. Mais moi-même, je suis un peu, ce soir, je suis déçu. Peut-être pas déçu du chef, mais déçu de ces personnes-là qui... Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, le PCPDC. Je voudrais, à la suite de M. Zambo, faire observer que la préoccupation qu'il pose aujourd'hui pose le problème de prise en charge dans nos hôpitaux. Les médecins du Cameroun ne peuvent pas, au XXIe siècle, en 2024, dire que tout le monde est dépassé. Cela pose un vrai problème. Et je profite pour faire un coup de gueule. Beaucoup de nos compatriotes préfèrent aller faire des collations de 4, 5, 6, 7 millions de francs. Ils ne peuvent même pas faire un acte de décès. On ne fait votre acte de décès que lorsque vous avez laissé beaucoup d'immeubles parce qu'il y a un jugement d'hérédité qui va suivre. Tout à fait. Et c'est un vrai problème. Et donc, du coup, les mairies doivent pouvoir, au niveau de la démographie, veiller à ce que personne ne soit inhumé dans une commune s'il n'y a pas eu un acte de décès. Ça permettra d'avoir la maîtrise de nos différentes politiques publiques. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Merci, Dieudonné Tédissé, d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons Pierre Blériot-Niamek, qui reste notre consultant. C'est d'ailleurs le digne fils de Boum-Yebel, descendant de Nyobé. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre plateau. J'ai 2 grands événements ce matin. J'ai un beau neveu. Oui. Du nom de Christian Baleba, Bion Baleba Christian, qui est né ce jour et à qui je souhaite joyeux anniversaire. Sa grand-mère, qui est également ma belle-mère, la mère d'Inès, est née ce jour. Marie-Thérèse, je lui souhaite également joyeux anniversaire. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. La sagesse du jour viendra après. D'accord. Vous vouliez parler d'autre chose. Comme nous sommes donc dans le couloir des anniversaires, je dis d'abord que mon anniversaire, on me l'a rappelé aujourd'hui, que c'est demain. Parce que parfois j'oublie même le jour où je suis né. Donc, on me l'a rappelé aujourd'hui. Tu es né à la Toussaint. Oui, la Toussaint, le 1er novembre, la Toussaint. On dit que c'est la fête des défunts. Oui. Donc je suis né le 1er novembre, donc mon anniversaire c'est demain. Mais parlons d'abord des gens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Il ne faut pas faire dans le désordre. Donc je souhaite donc un joyeux anniversaire à un papa à moi, il s'appelle Alexandre Mbelek. Donc si vous appelez monsieur Mbelek Alexandre, vous vivez du côté des Déa, je vous souhaite joyeux anniversaire. C'est votre jour aujourd'hui. Vous avez été policier, vous êtes donc un ancien flic. Il se trouve que M. Mbelek Alexandre est le papa de Pierre Blériot-Niamek. Voilà. Donc, le papa de Blériot fête son anniversaire ce jour. Blériot, il y a quelque chose qui est prévu à Idéa? Oui, parfait. Ici, je suis présenté comme quelqu'un de particulièrement dur. Dur dans le caractère. Et j'aime vous dire que je le dois en bonne partie à ce monsieur, que j'appelle très souvent mon géniteur. Ceux qui me connaissent, je dis que je suis digne fils de Boum-Yebel et lui et moi nous savons que c'est vrai et nous savons pourquoi. Sauf que quand j'avais mes 15 ans, ma mère m'a envoyé en détention provisoire auprès de mon géniteur. En détention provisoire. Là-bas, j'ai forgé du caractère. C'est quelqu'un de très dur, mais qui a beaucoup de valeurs. Ma mère a fait ce qu'elle avait à faire dans ma prime enfance. Elle m'a transmis les valeurs religieuses et chrétiennes, notamment. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a transmis les valeurs de vie. Vous avez dit que c'est un flic à la retraite. Alors à l'époque, on parlait beaucoup de mange-mille, les policiers et autres.
mon géniteur avait refusé d'être policier de la route. Parce qu'il trouvait que c'était dégradant pour un être humain de prendre des billets d'argent entre les mains d'autres personnes. J'ai grandi dans cette atmosphère de rigueur morale. Lui-même avait hérité cette rigueur morale de sa maman qui les avait élevés toutes seules parce que son père est mort alors que lui n'avait que 5 ans. Oh là là. Mon grand-père est mort à 29 ans. Oui, il est mort très jeune. On dit que je lui ressemble beaucoup. Par le caractère et par un certain nombre de choses. Donc, je suis le fruit de son éducation à partir de mes 15 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, je lui ai offert un cadeau à chacun de ses anniversaires. Je suis donc ce qu'on peut appeler un enfant modèle à l'égard. C'est mon père et mon ami, en fait. Nous nous appelons 3 fois par jour. C'est mon confident. Je vous ai vu chanter ensemble. Oui, c'est lui également. Il vous a aussi appris à chanter. C'est lui qui m'a enseigné. Parce qu'il avait constaté que vous chantiez faux. Voilà. Donc quand j'arrive chez lui, je chante très faux. Et tout le temps, il me dit, oh, ferme ta bouche. Et ça... Il a mal aux oreilles. Il a mal aux oreilles parce que lui, c'est un choriste. Et sa femme, maman Angèle, lui dit non. Mais enseigne-lui à chanter, c'est plus facile. Et il a donc commencé à m'enseigner le chant. Et mon homonyme, Pierre Blériot, m'avait offert un livre quand il s'était rendu compte que j'étais passionné par le chant Douala. On appelle le livre Miengema Bonacristo, le chant religieux des Douala. C'est ainsi que j'ai, par la chanson, appris la langue et appris à chanter. Nous sommes donc très fusionnels. Je ne parle pas beaucoup de lui, mais il sait. Hein, voilà un vieillard qui peut se dire que lui, il n'a plus rien à faire que manger, boire et faire son sport. Parce que c'est un très grand sportif. Très bien. Il a un fils sur qui il peut se reposer. Après l'Éternel, il a un enfant sur lequel il peut se reposer. Il peut être très fier de moi. Joyeux anniversaire donc à monsieur Mbelek Alexandre, c'est le papa de Pierre Blériot Nyemek. Pierre Blériot, nous vous repassons le micro, cette fois-ci pour la sagesse de ce jeudi matin. Alors, la sagesse de ce jeudi matin dit: ne refuse pas l'assistance des autres par simple fierté. Il y a des moments où seule l'aide est indispensable. On peut reprendre. Ne refuse pas l'assistance des autres par simple fierté. Il y a des moments où seule l'aide est indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y en a qui disent que par orgueil, ils ne peuvent pas accepter qu'on les aide. Non. Nous sommes dans cette vie appelés à accepter des aides qui sont des fois indispensables. Et je voudrais accompagner Lazare Zambo dans la demande qu'il a faite. Je vais faire quand même un petit rectificatif. Oui. La main qui se tend doit être très humble. Nous n'avons pas besoin de retirer quelque chose à la voiture de la DG de la SCDP pour trouver 20 millions. La DG de la SCDP a d'autres argents encore. Elle peut faire montre de générosité. Elle et d'autres encore. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous sommes dans un univers qui est devenu un peu bizarre. Vous avez entendu dernièrement, on a perdu une artiste comédienne, Mamiton. Oui. Elle est tombée malade gravement. Tout à fait. Et une influenceuse a lancé une quête. Oui. La quête a commencé à monter. Et l'État, en réaction, a pris en charge totalement les soins de Mamiton. Tout à fait. Je veux dire qu'il y a des groupes de pression dont la parole est plus facilement entendue. Vous aussi, Lazare Zambo, on se comprend, organisez-vous. Vous n'êtes pas bien organisé. Ça ne se comprend pas. En 2 jours, on parlait déjà de 5 millions et autres. Est-ce que nos frères veulent nous dire que leur argent est un argent mystique? Ils n'aident jamais les gens. Non, moi je préfère le dire comme ça. Quand on dit ça, tu n'entendras pas une personnalité dire que bon, moi j'envoie 2... Vous faites même quoi avec l'argent là? On dit que voilà un type qui est en train de mourir, il faut 20 petits millions dans vos milliers, 20 petits millions pour vous. C'est une cotisation du week-end. Donc, vraiment, je crois qu'il faut réagir. Pour Ange et Bogo, je n'ai pas l'information relativement à la question d'argent. C'est pas si de ce côté-là, des questions d'argent se posent. Mais j'en appelle à toutes les bonnes volontés afin que nous puissions apporter de l'aide à ces artistes. Vous savez quelle est la condition de l'artiste au Cameroun? Tout à fait. Elle n'est pas reluisante. L'artiste est vraiment ingongol. Ngongol, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ça veut dire la pitié. Voilà. L'artiste est Ngongol. Ngongol, donc l'artiste fait trop pitié au Cameroun. Et tam, c'est seul.
Vous êtes en direct sur Info TV, nous l'avons martelé, on le fera tous ces jours. Nous appelons les âmes de bonne volonté à voler au secours de l'artiste et musicien Bimas Bizou qui se trouve dans un état très inquiétant. Il faut absolument une évacuation sanitaire pour ce jeune artiste camerounais. À tout de suite pour la suite. Ancha, bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à vous, téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Apparemment, tu as une bonne fourchette de lunettes. Hein? Une bonne fourchette de lunettes. Puisque presque tous les jours, tu as une paire de lunettes. Non, mais celle-ci, je l'ai depuis plusieurs semaines maintenant. Et elle marie très bien avec ton habillement. Ah, d'accord, merci. On a dit qu'il ne faut plus que je t'apprécie beaucoup. On m'a dit qu'ailleurs, ça peut s'apparenter à un harcèlement. Ah tu es d'accord que j'arrête mes appréciations vis-à-vis de toi? Ouais, que Claudia ne veut pas. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Voilà. Ça reste professionnel sans toute maturité. Donc, moi, j'ai pas de soucis. Puisque tu sais qu'après l'émission, il n'y a souvent rien. Et lui, par contre, Claudia, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Claudia, tu es très jolie ce matin. Merci, papa. Pourquoi tu as peur de moi? Ailleurs, on me collerait en procès. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée sur le plateau tout à l'heure, quand vous voyez à l'écran, parfois ici, vraiment, on dit ça dose. Vous êtes très, très bien habillée ce matin. Ah, merci, merci. Il faudra féliciter celle-là qui prend soin de moi. D'accord. Ce n'est pas facile. De prendre soin du double sac, le bon François des modérateurs, c'est pas possible. Ah bon? François, bon François des modérateurs. Non, ça pique, mais fort. Claudia, quitte ce couloir. Que disent les journaux? Enfin, ici, les journaux parlent ce matin de revalorisation des primes. C'est le tri-hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné 20 qui parle de cette actualité. Alors, les chercheurs disent merci à Paul Biya. La page 2 et 3 nous renseigne qu'à la suite du décret du chef de l'État, ce 29 octobre, fixant les montants et les modalités de paiement des primes, le maître de recherche au chef des divisions des politiques scientifiques et de la planification au Minrési, au nom de tous les chercheurs, exprime sa gratitude au président de la République et Dr Jean Maxel, puisqu'il s'agit de lui, au nom de tous les chercheurs, une fois de plus, réaffirme son soutien indéfectible à la politique des grandes opportunités que l'homme du renouveau met en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations. La fête se poursuit donc en pages 2 et 3. Le quotidien Info Matin nous propose des actualités à retenir ce matin. Intéressons-nous tout d'abord à la page 2. On parle de promotion du multiculturalisme. Le laboratoire de langue de l'EMAT opérationnel, c'est dans le fruit de la politique de promotion du bilinguisme instruite par le chef des armées Paul Biya. L'instrument de perfectionnement des personnels civils et militaires à ce 30 octobre à Yaoundé était inauguré par le MINDEF Joseph Betty Assoma. Apprend-on même son de cloche avec le journal Le Point.
Point qui parle de cette actualité en page 2. Inauguration centre linguistique MINDEF en apprentissage. Revenons donc avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Mveng fait de l'entretien du réseau routier sa grande une. 65 milliards pour les travaux confortatifs sur les nationales. C'est la location prévue par le ministère des Travaux publics dans son budget 2024. L'opération financée par le fonds routier et le budget d'investissement public va permettre de donner un nouveau visage à ces axes et rendre aisée la circulation des usagers et des biens. L'enquête se trouve en page 3. Georges-Alain Boyomo s'intéresse également à l'entretien routier. Vous l'avez compris, il s'agit du journal Mutation. La pierre de Sisyphe, le ministère des Travaux publics souffle le chaud et le froid. Apprend-on en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Production du pétrole et de gaz. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune nous dit ce matin que l'Afrique unit ses énergies. La 18e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africains tenue hier à Yaoundé devrait permettre aux pays membres d'avancer dans la mise en place d'une banque africaine d'énergie destinée à renforcer les sources de financement. La page 12 nous renseigne davantage. Le journal d'Aman Mana s'intéresse également à cette actualité. Au bas de une de son journal, on parle de souveraineté. L'Afrique veut avoir la main sur son pétrole. L'association des producteurs de pétrole africains, ouverte hier matin à Yaoundé, devra poser les jalons d'une réappropriation des ressources énergétiques du continent. Nous en prend ce journal en page 6. Et puis, Aman Mané élargit en tout petit peu cette actualité. On parle de pénurie. Cette fois-ci, on parle du gaz. Que se passe-t-il dans les stations MRS du Cameroun? Depuis près de 3 ans, ces plateformes de distribution des produits pétroliers ne sont plus approvisionnées, nous dit donc Aman Mana en page 7 de son journal paru en kiosque ce matin. Et parlons un tout petit peu des blanchiments des capitaux avec l'économie quotidien. Le Cameroun est maintenu dans la liste grise du GAFI. Les actions que le pays doit mener pour sortir sur surveillance renforcée sont à retrouver en page 3. Et ces blanchiments des capitaux ont forcément un impact sur l'économie du pays. Maurice Kamto fait le diagnostic de l'économie camerounaise avec le journal Le Jour. Le président national du MRC réagit à la suite de la révision du budget de l'État par ordonnance du 20 juin 2024, la page 5 nous renseigne davantage. Même son de cloche avec la nouvelle expression ce matin, on parle de budget de l'État, des perspectives plus sombres en 2025 et c'est toujours le président national du MRC qui fait le top-6 de l'ordonnance de Paul Biya qui revise dans le budget de l'État pour l'année prochaine. Pour Moïse Kamto, les finances publiques seront au service de la dette, l'endettement public sera de plus en plus insoutenable, la vie de plus en plus chère et la paupérisation des Camerounais de plus en plus croissante. Nous apprend ce journal de la page 6 à 7 avant de faire le point sur les activités du Mincommerce. Prenons des nouvelles de cet accident de la circulation qui s'est déroulé du côté de Bamboutos. 2 morts et une 50aine de blessés, c'est le bilan. Que s'est-il passé? Eh bien, le bus de transport interurbain dans lequel il se trouvait est entré en collision avec un camion semi-remorque près du marché de Bangang, non loin de Mbouda, roulant à tombeau ouvert. Aucun des véhicule n'a pu éviter le choc, nous apprend ce journal. Eh bien, Luc Magloire Bagatangana a fait la une du journal du bi-hebdomadaire Le Point. Ministère du Commerce, vie chère et stabilisation des marchés, Bagatangana, prophète, point d'interrogation. Et puis justement, Thierry Patrick Ondoa s'intéresse justement à une autre actualité. On parle de production de whisky en sachet, le Mid en puissant, un autre point d'interrogation. Et je clôture la revue de la presse avec le tabloïd de Feu Punjaoué, le messager qui s'intéresse à la crise immobilière. Pour pallier à ce problème, le journal nous propose un partenaire digital en béton. Il s'agit donc de Mapiol, start-up Protect qui ambitionne de faciliter les opérations immobilières et de fournir des solutions 100% digitales en matière de propriété au Cameroun. L'information est donc à retrouver en page 6 de ce journal paru en kiosque ce jeudi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque aujourd'hui au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de jeudi. Merci, excellente journée à vous, parfait ici. Mais avant de partir, j'aimerais faire un gros coucou à une de mes mamans qui me regarde chaque matin. Il s'agit de Marie-Pauline. Et la dernière fois que j'ai parlé avec elle, elle m'a dit que vous êtes apparemment du même village. C'est vrai que je ne connais pas son nom de famille, mais sûrement elle est en train de vous regarder. Elle est très contente
entente, elle est non coupable ce matin. Mon village, c'est un Colovan, Oui. dans l'arrondissement de Bankomo, Oui. département de la Mofouar-Konon, Ça, c'est région clair. du centre. Ok, Je d'accord. suis un digne Mbar-Konon, Me barre dans la grande famille Vornama. Elle est où? Elle doit être du même village que vous. Enfin, je me rappelle. Si elle un est peu. Mbar-Konon, sachez que c'est une très grande dame. Ah oui. Parce que toutes les filles Mbar-Konon brillent comme le soleil. Ah oui, elle brille comme le soleil. Elle est en vacances au Cameroun. Ça fait quelques semaines maintenant. Elle est benguiste. Oui, c'est une benguiste. Cela m'amène à te demander de lui demander de m'appeler. Ok, d'accord, pas de souci. Elle nous Parce que regarde c'est à un détail l'instant. important que je vais donner. Ok, super. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h, bon suite d'émission. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Diama fils, bonjour. Bonjour, parfait, bonjour Blériot, bonjour à tout le monde. Simplement pour dire aux uns aux autres que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Que le juste, lorsqu'il est sur terre, il vit par la foi. Pourquoi vous entrez avec cette pensée que je présume être biblique? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Non, c'est pas une affaire de la Bible. Nous sommes d'abord tous les enfants de Dieu. Il faut pouvoir se conformer au mode de vie que le Seigneur nous prescrit. Vous êtes sûr que nous sommes tous des enfants de Dieu? Ah, ça c'est sûr, nous sommes tous les enfants de Dieu. Maintenant, certains peuvent choisir de ne plus l'être, de ne pas l'assumer. C'est ça toute la différence. Puisque c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé, nous lui appartenons. C'est Dieu qui a tout créé. Malheureusement, chaque matin, quand quelqu'un dit au nom de Dieu, le voisin lui dit au nom de Satan. Chacun fait sa part, mais Dieu nous appelle tous à venir à lui. Est-ce que Satan bénit aussi? Non, il ne peut pas. La malédiction ne peut pas bénir, le mal ne bénit pas. Mais pourquoi les gens qui croient en Satan ont des immeubles, ont des voitures, ont beaucoup d'argent, une grande ascension sociale, sont célèbres? C'est pas tout ça également la bénédiction? Non, pas toujours. C'est la malédiction alors? C'est pas parce que quelqu'un a des biens matériels, des femmes et des enfants qu'il est béni. Non, c'est pas cela. La Bible d'ailleurs le dit bien que la bénédiction du Seigneur ne se fait suivre aucun chagrin. Vous allez faire par exemple un constat. Quel est l'héritage qui survit au Cameroun véritablement quand quelqu'un a bâti depuis les années 60? Vous connaissez un héritage qui subsiste? Il n'y en a vraiment pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont bâti sur du sable mouvant et non sur le roc. Je souligne que Diama Fils est journaliste, c'est le patron du magazine Afrique Performance. Il est également pasteur. C'est ça? C'est ça. Les téléspectateurs l'ont soupçonné. Hein. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin, porte sur des obsèques qui sont bloqués. Ah bon? Oui, des obsèques qui sont bloqués. Encore. On en avait parlé une fois ici. Hein? Oui, mais la c'était l'ancienne DGP à son âme, je pense, de l'API. Oui, on a fini par... Oui, on a fini par l'inhumer. Oui, mais ici, c'est la même famille. La même famille? Oui, les frères et sœurs. Ah, ok, d'accord. Il se trouve que l'aîné, qui a par le passé eu beaucoup de moyens, a toujours été celui qui donnait la ligne de conduite, qui dictait les choses. Leur maman est donc décédée il y a 3 mois de cela. Et lui, il vit en Europe. Et ceux qui sont au Cameroun ont mis la maman à la morgue et tout le reste. Sauf qu'il a donné un premier programme que les gens ont accepté. Et pour d'autres raisons, il a décidé de modifier le programme. De repousser. De repousser les obsèques. Ses frères ici au Cameroun disent « niet ».
nous avons déjà prévenu tout notre monde et autres. Vraiment, tu peux garder tes millions. Nous, on va enterrer maman. Ça fait donc un grand blocage. Ils ne sont pas encore allés par devant les tribunaux. C'est pour cela qu'ils sont venus vers nous pour des conseils, parce qu'ils nous ont rassuré que le frère aîné suit aussi l'émission. Les obsèques, normalement, devraient avoir lieu au courant mois de novembre. Lui, il suggère que les obsèques soient reportées au mois de janvier 2025. Ils estiment que leur maman a déjà fait 3 mois de morgue. Donc, en ce moment, la maman a déjà fait 3 mois de morgue. En 2025, en janvier, nous serons au 6e mois. Oui, parce que octobre constitue le 3e mois. Nous avons encore novembre, décembre, janvier. Ils disent que c'est trop. Leur maman n'est pas le maquereau. Ils ne savent pas. Encore que je leur ai posé certaines questions. S'il y avait une maison au village, ils m'ont dit oui. Bon, mais comme il est le grand financier, souvent, cette fois-ci, on lui a opposé une fin de non-recevoir. Ils nous ont donc posé le problème et je vous le pose ici. Ce sont ses frères qui sont au Cameroun, qui sont venus oui. Sa sœur et son frère, représentant le collectif des autres, ils sont 6 frères au total. Donc 5 sont déterminés que leur maman soit enterrée au mois de novembre. Bon, le monsieur, entre guillemets, le grand financier de la famille, qui est en Europe, lui, est-ce qu'il a donné la raison pour laquelle il repousse l'inhumation de leur maman en janvier? Il a dit que son programme et d'autres aspects de sa propre vie ne lui permettent pas d'organiser ses obsèques en novembre. C'est un peu compliqué. Hein? Bon, Dieudonné Tédissé, vous avez suivi la dénonciation, du coup, c'est coincé. Que faut-il faire? En fait, parfait, ici, d'entrée de jeu, j'ai évoqué un point. Curieusement, je ne savais pas que Léo devait tomber sur les mêmes sujets. Quand les gens décèdent, il faut vraiment les laisser aller se reposer. Voyez-vous, dans certaines traditions du Cameroun, on ne met même pas le corps à la morgue. Ouais. On enfouit le mort dans les feuilles de bananier et on recouvre avec du sable. Et il peut faire 6 mois. Il garde toutes les forces naturelles qu'il a acquises depuis sa naissance. Mais aujourd'hui, nos compatriotes, par souci de modernisme, sont rentrés dans les affaires de morgue de gauche à droite. Et je voudrais faire observer qu'il y a toute une loi qui fixe, la loi 77/10, sur les conditions d'inhumation, d'exhumation et de transport de corps. Il faut respecter la volonté des morts. Parce qu'il y a des gens qui, en décédant, vous disent que ne me mettez pas au niveau de la mort. Mais les gens, par souci d'orgueil et de fierté, vont déposer la mort. Sachez que moi, je suis spirituel, je suis attaché à nos traditions. Après la mort, il y a une vie. Et les morts ne sont pas morts. Certaines personnes qui, couchées dans la mort, traînent pendant beaucoup de temps, peuvent se fâcher très mal avec vous. Et donc, du coup, je profite de cette occasion également pour attirer l'attention de certaines autres personnes sur le fait qu'il y a parfois des couples où la femme décède, en mourant, elle propose d'être inhumée auprès de son mari. Non, de son mari ou parfois de ses parents. Mais pas derrière, parce qu'il y a des affaires de gros bras et de gros moyens, on décide de déporter le corps pour aller l'enterrer ailleurs. Vous allez vous retrouver, je passe le contrôle des aînés, des corps qui ont souvent renversé les voitures en route où on est obligé de fouetter. Et quand vous fouettez, parfois on fouette le corps. On fouette et vous voyez les traces de sang qui coulent. Pourtant, normalement, ça ne devrait plus couler. Donc, du coup, respecter la volonté des morts est quelque chose d'assez important. Et tout à l'heure, le pasteur d'entrée de jeu parlait de Dieu et au-delà relativement à ce qui concerne le destin. Je voudrais faire observer qu'au dernier jour du jugement, le diable va plaider non coupable. Le diable va plaider non coupable et il aura des avocats pour le défendre. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière l'image du « c'est le démon qui m'a fait ceci, c'est le démon qui m'a fait ça » par cupidité. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il évoquait tout à l'heure comme construit sur du sable, beaucoup de gens se cachent derrière un supposé démon pour commettre leur forfait. Et le dernier jour, le diable va plaider non coupable.
Et il va gagner le procès. Le dernier jour, le diable va plaider non coupable. Il gagnera le procès, selon Dieudonné Tédissé. Dieudonné, vous avez dit quelque chose là concernant les dernières volontés de ceux qui sont partis. J'ai assisté à une inhumation comme ça dans mon village il y a quelque temps. C'était une maman qui est décédée et sentant sa mort venir, elle avait demandé qu'on ne puisse pas l'enterrer dans un cercueil. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Bon, lorsqu'elle est morte, ses enfants ont acheté un cercueil. On l'a mis dans ce cercueil et ils avaient dit cela au prêtre qui devait venir célébrer la messe de Requiem. Et le prêtre a dit il faut laisser ça, vraiment, il faut laisser vos histoires-là. C'est quoi cette affaire qu'on n'enterre pas quelqu'un dans un cercueil? On va l'enterrer dans le cercueil, il n'y aura rien. Je vous parle d'une histoire vécue. Blériot, pour aller vite, l'heure fatidique est arrivée. Où il fallait donc enfuir le cercueil dans le sol. Au moment où on met le cercueil dans la tombe se rétrécit. Comment Djama l'a su? La tombe se rétrécit. Ok. Le prêtre est là. Le prêtre qui avait dit qu'il n'y a rien. Bon, on enlève encore le cercueil, on met de côté. Les enfants prennent encore et les pioches et les ici pour agrandir la tombe. Au moment où on veut encore remettre le cercueil, la tombe se rétrécit. C'est toujours petit. Bon, le prêtre m'envoie m'appeler. Je viens donc. Je regarde bien l'affaire là. Je regarde le cercueil, la dame elle dans le cercueil, je regarde la tombe. Après, je dis bon, élargissez encore la tombe. Les enfants élargissent encore la tombe. Je veux dire, une histoire vécue. On élargit la tombe. Blériot, toi qui as habitué des choses compliquées, je pense même une voiturette pour entrer dans la tombe là. Un moment, on va encore remettre le cercueil dans la tombe. La tombe est toujours petite. Moi, je ne savais pas que la maman l'avait dit ça. Ouais. C'est après qu'un cousin du village me tire à côté. Il n'est pas fait, viens. Il dit, il y a quoi? Il ne vient d'abord. Je viens, il me dit, l'affaire que tu vois n'est pas comme tu vois là. Il dit, il y a quoi? Il me raconte dans l'histoire. Je m'avais dit au prêtre, parce qu'il me dit, on a dit ça au prêtre. Mais je dis au prêtre, mais on t'a dit cette affaire, pourquoi tu... Il me dit, non, je dis, non, j'ai dit au prêtre, non, toi, il faut partir. Il faut partir. Pour toi-même, il a fini. Je dis aux gens là qu'il faut casser le cercueil là. Blériot, on a cassé le cercueil et on a enterré la dame à même le sol. Et maintenant, le bois du cercueil, on a jeté dans la tombe et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fini par inhumer calmement cette maman. Dès que c'est fini, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à... J'ai dit, il faut causer avec Blériot. C'est lui qui connaît les choses compliquées. Oui, on chute rapidement, Dieudonné. Parfait, je voudrais vous faire observer que il y a des situations dans lesquelles les gens, par naïveté, croient que le modernisme nous a déconnecté de nos ressources. Vous avez des situations très compliquées. Dans le silence de votre chambre, vous appelez un de vos parents. Vous avez l'impression qu'il y a un écho qui vient et la solution est trouvée par rapport à votre problème. Donc du coup, il faudra que les gens arrêtent d'être religieux, mais qu'ils soient spirituels. Merci. Hein. Nous avons justement un homme spirituel sur le plateau, Djama Fils. Voilà donc une situation. C'est vrai qu'au départ, la dénonciation, nous avons un problème, même si nous pouvons développer, comme l'a fait Dieudonné tout à l'heure. Mais lui n'a rien dit hein, à la famille. Donc il faudrait dire quelque chose à la famille. Le problème premier reste posé et la famille est divisée entre le gros financier de l'Europe, entre guillemets, et maintenant ceux qui sont restés au Cameroun. Ils disent que la maman a mis long à la mort, vraiment. 3 mois déjà, c'est beaucoup. 6 mois, c'est énorme. On doit l'enterrer. Le monsieur de l'Europe dit 0. Comment on peut gérer une telle affaire en famille? Oui, bon, je vais d'abord embrayer sur le cas de Dieudonné pour dire simplement aux uns aux autres que nous aurons toujours tous la mort de la vie que nous avons vécue. Il faut faire très attention parce que quelqu'un a parlé du modernisme tout à l'heure. Il a même dit aux gens que le monde est devenu moderne. Est-ce que nous avons atteint le niveau de développement que l'Antiquité a atteint? Ou encore bien s'interroger. Hein?
On peut bien s'interroger. Quand on découvre aujourd'hui bien des choses avec des archéologues, on s'aperçoit tout de même que ceux qui ont vécu sur cette terre avant nous ont atteint des niveaux que nous n'avons pas encore pu atteindre jusqu'aujourd'hui. Quand vous regardez par exemple la momification des corps en Égypte, est-ce qu'aujourd'hui notre humanité est capable de momifier? Nous avons cette technique, c'était de savoir. Il faudrait faire très attention. Et puis pour toujours dire, revenir un peu à la parole de Dieu, pour dire que Jésus n'était pas religieux. Non, il était tout sauf un religieux. Jésus était un homme spirituel. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a rien de religiosité dans la Bible. Au-delà de ce uniquement que les uns peuvent se cacher derrière des chapelles, il faut faire très très attention. Voilà pourquoi nous autres, quand on nous consacre pour le corps de Christ. On ne nous consacre pas pour une religion quelconque. Et puis, je ne voudrais pas parler du prêtre, mais les situations de deuil nous invitent à la spiritualité. Le recueillement, quand on est face à un mort, on doit beaucoup s'interroger. Et c'est là où la communication avec Dieu doit pouvoir se mettre en branle pour pouvoir nous poser la question d'où est-ce que nous sommes venus et où est-ce que nous allons en réalité. Et on s'aperçoit bien que celui qui s'en va ne s'en va vraiment pas. Il n'est pas parti et le Christ nous l'a démontré à suffire par l'ascension, par sa crucifixion, par sa résurrection. Donc nous devons comprendre qu'à sa suite, nous devons faire pareil. Et maintenant, pour revenir à la problématique du jour, je vais d'abord poser une question à Blériot. Qui est l'aîné dans cette famille? Celui qui est de l'autre côté. Bon, s'il est l'aîné de la famille, il faudrait qu'il arrive à un consensus avec ses frères. C'est vrai que sa parole fait force. Mais nous sommes dans un carnaval où les frères dans la fraternité, personne n'est l'esclave d'un autre. Vous comprenez un peu, personne ne l'esclave d'un autre. Il faudrait bien qu'il le comprenne. Aujourd'hui que ses frères ont accepté son premier programme. Si maintenant il a des difficultés, par exemple, parce qu'on sait qu'en Europe c'est souvent compliqué en matière de boulot. Il peut arriver qu'il ait aussi même des difficultés financières. Qu'il ne s'enorgueillise pas, qu'il laisse ses frères faire. Mais même, pourquoi pas demander à ses frères, s'il n'a pas de moyens, de lui payer un billet d'avion. Ça c'est bien possible. Donc je sais qu'il y a toujours l'orgueil qui enveloppe les uns et les autres. Mais il faut savoir battre en retraite. C'est très important. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, lorsque ma maman est décédée. Moi, j'avais fait un premier programme. Mes frères ont décidé de faire autre. Je les ai laissés faire, mais j'étais l'aîné. Bon, vous savez, les conflits dans les familles ne sont pas toujours bien. Surtout quand je vois que, dans son cas, ses frères ne sont même pas en réalité opposés à lui. Parce qu'il paraît bien qu'ils acceptent toujours tout ce qu'il dit. Mais pour le cas d'espèce, qu'il accède à la raison pour comprendre que chacun de ses frères a des amis. Quand nous naissons, nous finissons par bâtir une communauté de personnes autour de nous qui deviennent les amis, les collègues et tout. Avec le premier programme déjà établi, s'il faut renvoyer l'inhumation en janvier, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Et puis, comme ses frères ont dit, leur maman n'est pas quand même un maquero ou bien encore un hareng. Oui, 3 mois déjà, c'est énorme. 3 mois, c'est beaucoup. Et maintenant, ajouter à ça 3 autres mois, c'est vraiment un peu trop. Il faudrait qu'il revienne à la raison. Moi, le message que je vais lui dire, ce conseil que je peux lui donner ce matin, c'est de revenir à la raison et d'expliquer à ses frères pourquoi il a proposé cela. Mais il ne faut pas qu'ils en arrivent à un bras de fer, parce que le deuil de la maman doit pouvoir rassembler au lieu de diviser. Merci, Diama fils. Lazare Zambo, est-ce qu'à un moment donné, ce qui dérange parfois dans nos familles, c'est le manque d'humilité? Il peut arriver que celui qui est en Europe à l'heure actuelle ait un certain nombre de soucis. Peut-être que sur le plan financier, ce n'est pas trop ça. Peut-être par rapport à ces programmes financiers là-bas en Europe, il s'est dit qu'il aura de l'argent peut-être en fin décembre. Entre-temps, ces frères qui sont ici au Cameroun peuvent donner un coup de pouce pourvu qu'on puisse enterrer la vieille. Parfois ici, moi j'ai écouté Blériot tout à l'heure. Bon, je crois que les Camerounais doivent arrêter d'être ingrats. Parce que quand vous voyez des situations comme celle-là, est-ce que vous avez un frère en Europe qui nourrit tout le monde, qui vous donne tout? C'est lui qui s'occupait même de votre maman, c'est lui qui s'est occupé d'elle à l'hôpital et tout ça. Maintenant, sûrement, avec peut-être des exigences professionnelles et tout. Et lui, il est loin, il vit ses deuils autrement que vous qui étiez là à côté de la maman. Il veut à tout prix être là au moment où on va mettre sa maman au sol.
Il faut être moins ingrat. Parce que parfois, ceux qui sont ici, c'est parce qu'ils ont maintenant d'autres intérêts avec l'industrie des obsèques. Ils sont pressés et ils ont les fêtes de fin d'année qui arrivent. Oui, ils sont. Oui, moi, c'est comme ça que je vois cette affaire. Oui, c'est comme ça que je vois cette affaire. Il y a les Bikwan, les machins, les associations qui doivent aider les gens. Alors, on ne fait qu'attendre, renvoyer. Il y a les fêtes de fin d'année. Il y a ceux qui veulent, ils se disent que tant que maman a la morgue, il ne sera pas facile pour nous, hein, n'est-ce pas, de célébrer ces fêtes de fin d'année. C'est comme ça que les gars veulent à tout prix enterrer leur mère avant décembre, avant les fêtes de fin d'année. Mais pour ceux qui ont voyagé, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, c'est qu'il peut vivre en pareille situation. Quand il perd sa maman, pour lui c'est important. Il peut faire le deuil après, mais pour lui il est important. Les derniers jours de sa mère, il n'a pas pu la voir. Vous l'avez vu. Laissez-le aussi venir voir moi le corps pour la dernière fois. On ne sait même pas en quelle année il est parti en Europe. Depuis combien d'années il n'a pas vu sa mère. Donc, que ceux qui sont aussi au pays se montrent un peu indulgents. Parce que vous voyez, après le deuil comme ça, il y aura des casses. Ouais. Parce qu'après l'enterrement, certains vivaient dans sa main. Il va couper, il va tout couper. Mais là, c'est comme ça que ça se passe avec ceux qui sont de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Donc je dis, enfin il faut faire attention. Parfois quand il y a les deuils, il y a beaucoup de manipulations. Il y a des oncles qui viennent vous parler, des oncles que vous ne voyez même pas très souvent, qui mais je dis celui-là, nous les oncles, parce qu'il est en Europe, il est devenu qui, bon voilà, on se met à vous monter, mais je voudrais dire à ces petits frères et petites sœurs que faites attention, le deuil va finir, vous ne verrez plus ce monde. Votre frère qui est en Europe là, franchement, il faut le garder. Toutes les familles aujourd'hui ont au moins quelqu'un en Europe. On sait ce qu'ils font, ceux qui sont en Europe pour les familles. Donc, ne cassez pas ces liens avec votre frère qui est en Europe. Ne cassez pas ces liens. Parce qu'il y a après obsèque, il y a encore la vie derrière. Voilà. Donc c'est le conseil que je leur donne. Merci Lazare Zambo. Voilà. D'accord. Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance? J'avoue que sur ce plateau, par rapport à ce problème, nous sommes en train de chercher un terrain d'entente, sans trop de casse. Je vous passe la parole, Blériot. Alors, je dois vous avouer que M. Lazare Zambo a percé un côté de l'abcès. Ouais. Monsieur Tédissé n'a pas veillé, lui il avait son agenda, il n'a pas beaucoup veillé à la dénonciation. Je vous ai dit au départ que c'est ce monsieur qui faisait tout dans la famille. Et monsieur Lazare Zambo a évolué là-bas pour dire ne soyons pas ingrats. Moi, j'ai voulu d'abord laisser la neutralité. Vous savez, si ces gens qui sont au Cameroun n'avaient pas quelques moyens aujourd'hui, il n'y aurait pas de contestation de la date. Hein? C'est vrai. Alors, en général, quelqu'un vous encadre, il vous encadre. Pourquoi vous deveniez aussi des hommes? Tout à fait. Mais vous ne devenez pas les hommes pour combattre. Pour le frustrer. Parce qu'aujourd'hui, les débats qu'il y a, c'est que les uns et les autres veulent montrer en fait que nous aussi, tu as fait ceci pour maman, tu as fait pour nous, mais nous sommes arrivés aussi. Donc, chez l'humain, l'ingratitude est inscrite dans nos gènes. Aussitôt que l'acte est passé, l'oubli s'installe. Moi, c'est pas le temps. 3 mois, c'est déjà même beaucoup. Ben, donc, si elle est maquereau, elle est devenue maquereau depuis 3 mois déjà. Qu'est-ce qui motive ceux qui sont ici à vouloir à tout prix enterrer? Il est arrivé qu'on reporte le deuil. Ceux qui sont vos amis et autres comprendront. Moi, ma plaidoirie, c'est effectivement que la famille, pour quelque chose comme celui-là, ne se brise pas. Parce qu'effectivement, s'ils décident, ils sont plus nombreux. J'ai interrogé quelques juristes. On m'a dit qu'auprès d'un tribunal, le nombre va jouer. Voilà. Or, ils sont... ce n'est pas une affaire de nombre toujours en famille. Hein. Or, voilà, vous et moi, vous pouvez gagner en termes de nombre et perdre. Vous savez, moi, je prends un cas personnel.
quand ma grand-mère est décédée, mon petit frère que tu connais bien, qui vit aux États-Unis, était l'américain. Il était au Cameroun. Il a eu la chance de voir le corps de sa grand-mère. On aurait pu l'enterrer, mais il a demandé un moratoire. C'est pas parce qu'il est un super financier. Mais moi, je me suis dit que bon, lui, il ne vit pas souvent avec sa grand-mère. Et il était très attaché. On a accepté son moratoire. Il est parti et il est revenu pour assister. On fait ce genre de concession et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui aussi, voyez-vous, lors des deuils, chacun veut montrer sa puissance, montrer à ses amis ce que lui-même est devenu. La collation. Voilà. Donc il y a même, désormais, on a plusieurs collations. Ouais. En fonction des maisons. Ouais. Les gens viennent chez Ndjama, on voit ce qu'il y a chez Ndjama. Il y a aussi la collation chez Tédissé, on voit avec ses amis. Il y a la collation chez Lazare. Bon, voilà. Et les familles ne font plus fusion. Vous voyez, le deuil est disparate. Là-bas, on mange du caviar. Ici, on mange les lolos. Non. Je crois que c'est la même maman que vous voulez enterrer. Essayez de vous rappeler votre fraternité d'antan avant que les compétitions matérielles n'entrent en jeu. Et pourquoi pas je vais sortir en disant, vous avez quand même vu dans un homme très connu qui est Lazare Zambo est très proche, qui lui a fait 12 mois avec le corps de son père. D'abord, bon, il n'y avait pas de contestation. Moi, je ne connais pas cet homme. Hein. C'est Lazare Zambo qui le connaît. Mais je crois que la famille là-bas s'est montrée très sage. Donc voilà, la famille là-bas s'est montrée très sage. Lazare Zambo prend cette sagesse parce que les petits frères se sont dit, après le deuil, il y a encore la vie. Il y a encore la vie. Voilà. Alors, nous allons lire un premier message qui nous vient du 213, hein, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le Maurice Camto de la modération. C'est bien. Et Ablirio Niemek, l'ancien bras droit du Zomlo des Zomlor. C'est aussi bien. Oui, mais il faut corriger. Quand ce n'est pas bien, il faut dire que c'est... Ah, ce n'est pas bien. Oui. Je n'ai jamais été bras droit du Zomlo des Zomlor. J'ai été son collaborateur. Et j'ai travaillé avec toute la rigueur qu'on me connaît. Mais nous n'étions pas amis. Vraiment. Très bien. Pour la dénonciation, les frères du benguiste doivent savoir que le porteur est capricieux. Ils doivent savoir que le grand frère dans une famille, ce n'est pas celui qui est plus grand ou alors qui a une grande taille. Mais c'est celui qui a une grande poche et que le pauvre, sa mission se limite à aller acheter les bières lors de la réunion familiale. Oh, c'est aussi incroyable. C'est discutable. Non, c'est même pas bien de penser ainsi. Il continue en disant, même si le pauvre dit 1 plus 1 égale 2, c'est faux. Mais si le riche dit 1 plus 1 égale 9, c'est vrai. C'est toi qui es pauvre dans la famille et c'est encore toi qui veux donner des ordres. Est-ce que on doit faire le choix? Vraiment, le pauvre dérange. Bon, moi je me dis que c'est de l'ironie. Hein. C'est de l'ironie. On peut décider d'enterrer notre mère dans la dignité, hein, sans les richesses. Voilà donc. Autre message, bonjour parfait ici, comme Blurieux le dit, il faut éviter d'être ingrat. Quand mon papa est décédé en 2013, mon frère qui vit aux États-Unis a arrêté la date des obsèques et ça coïncidait avec mon séjour hors du pays. J'ai proposé une date ultérieure qu'il a simplement acceptée. Il faut savoir faire des concessions pour le bien de tous. C'est Donald Donkolmesen. Bravo pour cette osmose, cette symbiose. Autre message ce jour, bien le bonjour, concernant la dénonciation. Il me semble que le programme des obsèques ne décide qu'après un conseil, bon, il voulait peut-être dire c'est décide, qu'après un conseil de famille élargi. Les enfants ne sont là qu'à titre consultatif. En cas de conflit, que le chef de famille et les anciens fassent un gambi et que tous s'y tiennent cordialement. C'est Paul Dunsam qui envoie ce message. Bonjour monsieur parfait ici et tout autant panel. Je suis entièrement d'accord avec le journaliste Lazare parce que moi-même je suis sûr que ses frères sont en train de vouloir vivre avec l'argent du deuil pour décembre et qui arrive et aussi ils sont manipulés par les ondis et les gens qui ne veulent pas le bien de la famille et qui depuis ils étaient jaloux de ses frères maintenant
enfants. Comme l'occasion est arrivée, alors sûrement, il donne des conseils bidons pour détruire cette famille. Où elle au mal a laissé la maman à la morgue, même 6 mois, si le frère en Europe pour continuer à payer la morgue. C'est Fanuel Mengue depuis Oja. Autre message ce matin. Bonjour Nkuta, très élégant tu es ce matin. Même Madame Nkuta ne veut pas de son bien. Oui, c'est vrai. Comment ça? Nous, quand une femme met son mari comme ça, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. Ah bon? Parce que t'es laissé sortir avec ton costume de Shanghai, si, avec le dehors qui est devenu compliqué, si, ajouter à ça le kilo d'homme qui est devenu cher et rare, elle te laisse comme ça, à 100 kilos là, fais tout, tu rentres. Elle a su agencer aujourd'hui, bravo encore à Madame Nkuta. Minga Adang, quoi? Minga Adarlobia Ayop, je n'arrive pas à bien comprendre. Hein. Alors, repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. J'aimerais savoir si Sergio Polo a fait partie des 100 visas. Si oui, pourquoi lui aussi il n'a jamais respecté petit pays, mais il demande aux autres de le respecter. D'abord, Sergio Polo n'a jamais fait partie des 100 visas. Hein. Il a dit la dernière fois que nous avons... Non, il n'a jamais, il n'a pas besoin de le dire, il n'a jamais. Il a rencontré un membre des 100 visas qui est un jureur. Et puis, Sergio Polo n'a pas de problème avec petit pays. Il le respecte à sa manière. Le respecter ne veut pas dire aller le saluer tous les matins à Bomano, non? Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, il y a ton panel. Merci à l'aîné Zambo d'avoir dit ce qu'on ressent. Félicitations mon grand, tu bois quoi? Vous dites toujours ça, après vous l'envoyez. Vous dites toujours ça, comme le fait savoir, après vous l'envoyez même avec tu bois quoi, comme si tu devais même envoyer quelque chose. Alors il continue en disant, les mots me manquent rarement, mais je suis obligé de dire que dans nos familles, il y a les démonitos, ou démonitas, qui excitent les autres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ces enfants sont mal appris et doivent allégeance à leur aîné. Évitons d'être ingrats. C'est Blériot parle de qui? Fabio Tama. Blériot lui-même, il sait. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a laissé le corps de son père à la mort pendant plus de 12 mois. Moi, je connais pas cette personne. C'est un ami à Lazare Zambo. Bonjour à tout le panel. Je suivais avec beaucoup d'intérêt la dénonciation, malheureusement. Et Néo viennent de faire ce qu'ils savent faire de mieux. Bonne suite d'émission. C'est Wally de la Cité Sikh. Oh, Wally, c'est terrible, hein. Wally, tu peux te rattraper le soir à 22h30 ou alors aller sur YouTube. Pas, hein. Ce que tu c'est vrai qu'elle me suit. C'est mal écrit le message. Bonjour les démineurs et à mon idole. Ton idole, donc alors c'est qui? Pour la dénonciation, j'ai eu à chanter 3 fois une messe pour un même corps. Le conflit entre les enfants vivant en Europe et les oncles sur place qui voulaient que l'argent passe par eux, ce que les enfants ont refusé, et ils ont scellé le corps pour prouver aux enfants qu'ils sont des décideurs au pays. Le corps a fait 3 ans et 6 mois. Et la veille de sa levée, son fils aîné l'a remplacé à la morgue, Princesse Rosie. Oui, ils étaient en train de faire la sorcellerie. Oh là là. Hein, Blériot? Oui. Ça, c'était à la sorcellerie. Oui. Parfait, tu sais, on a donné un conseil à un jeune dernièrement. Tu vois, le témoignage qu'on... Non, il ne faut pas rentrer dans un conflit frontal avec vos oncles et autres si vos côtes ne sont pas déjà prêtes. Il ne faut pas imiter les gens. Parce que vous êtes un enfant, votre mère ou votre père meurt, vous commencez à discuter le corps. Vous croyez discuter le corps. Eux, ils vous discutent vous-même. Donc, il faut vraiment, si tes côtes ne sont pas encore... Bon, moi, je discute les corps. Non, c'est ma spécialité. Ah bon, oui, bien sûr. Enfin, à la suite de Zambo, je voudrais faire observer que quand on est en famille, on avance ensemble. Chacun avance un peu, on ne se sépare pas. Parce qu'un jour nous partirons et ce sera l'histoire de notre vie. La plupart du temps, l'aîné ou le dernier né peuvent prendre les décisions.
Mais pour le cas d'espèce, si ce sont des contraintes professionnelles, il ne faudrait pas aussi que la logique de porteur qui consiste à envoyer des oncles porter les casiers de bière parce qu'il a les moyens. On ne les envoie pas souvent. Hein. Quand tu as l'argent, ce sont même tes parents qui commencent à discuter les tâches. Tu dis à ton parent que non, ce n'est pas à toi de faire ceci. Comme il y a 3000 qui vont rester, tu retrouves ton oncle en train de porter. Il faut s'entendre et inhumer maman dans la paix. Parce que l'homme qui a la blessure au dos ne cherche pas les problèmes. Il n'aura pas moyen de... Après le deuil, la famille va continuer. Et si vous avez la blessure au dos, vous cherchez les problèmes. Qui viendra chercher les mouches ou bien qui viendra faire le pansement? Alors, oui, Jean-Mafis, je voudrais dire, en une minute. À la suite de ce que Lazare Zamboa dit tout à l'heure, il faudrait que les frères qui sont ici, qui sont ses petits frères, c'est voilà pourquoi j'ai commencé par poser la question, qui est l'aîné? Il faudrait que dans nos familles, je ne m'adresse pas seulement à cette famille, à tous ceux qui nous écoutent, les aînés sont les pères de famille. Et Dieu a donné une bénédiction particulière aux aînés qui sont comme la toiture d'une maison. Et il faut éviter de se braquer contre son aîné. Tous ceux qui l'ont fait, même quand ils étaient riches, ils ont fini par marcher avec les babouches. Vous comprenez un peu? Je vous le dis, ça ne manque pas. Voilà pourquoi les premiers-nés, même avant qu'on ait la Bible, les premiers-nés, c'était une prémisse qu'on remettait à Dieu. Les premiers-nés de chaque maison mâle appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas, Dieu n'a pas le même regard sur eux comme il a sur leur frère aîné. Il faudrait qu'ils fassent très attention. Aujourd'hui, s'ils sont motivés parce qu'ils ont déjà des moyens, qu'ils se rebiffent et qu'ils cessent vraiment d'être ingrats. Parce que leur frère aîné, s'il les a toujours pris comme étant leur père, s'occuper d'eux comme il s'est toujours occupé, aujourd'hui ils veulent venir être ingrats parce qu'ils ont des petits moyens et imposer la volonté à leur aîné. Si leur aîné est en colère contre eux, l'avenir sera sombre. Il faut vraiment l'éviter. Chez nous, on dit souvent que tout le monde et que le fils aîné est le remplaçant de son père. Pierre Blériot, en quelques secondes. Oui, parfait. Fils Ndiama dit quelque chose de très intelligent, de très spirituel, mais je voudrais préciser dans un contexte. Ce n'est pas le fait que vous ayez ouvert les entrailles de votre mère qui suffit pour être un aîné. Il faut que votre conduite soit une conduite d'aîné. C'est vrai aussi. Parce que dans la Bible dont tu parles, Caïn n'a pas été un bon aîné pour Abel. Il a d'ailleurs assassiné Abel. Je peux multiplier les exemples, c'est pas à toi. Si vous êtes donc un aîné qui n'a pas aidé ses petits frères. Nous sommes dans le cas précis. Oui, je vais élargir parce que certains aînés sont en train de se réjouir, de fêter alors qu'ils sont dans le cas exemplaire. Oui. On est d'accord. Parce qu'il y a des aînés même qu'il ne faut même pas écouter. C'est-à-dire que lui, il ne faut même pas qu'il prenne la parole. Parce que. Oui, mais attends. Un aîné qui vous dit que bon, lors du deuil, je vais faire venir le ministre tel. On dit que le ministre, lui, vient faire quoi? On veut le deuil. Lui, vient là pour la propagande. Non. Quand vous avez été un aîné exemplaire, effectivement, ceux de vos petits frères qui entrent en conflit avec vos petits frères ou petites sœurs, ils finissent par le regretter. Ouais. Parce que la nature rétablit les équilibres. Maintenant, si vous êtes un mauvais aîné, on va vous écraser. Vous pouvez même travailler chez l'un de vos cadets. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari.
Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles, des hammams gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effets secondaires. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Vous êtes toujours en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Ce matin, nous posons la problématique ayant trait à la justice au Cameroun avec une interrogation. Y a-t-il pas trop d'abus lorsque nous parlons de la justice dans notre pays? Je vais commencer par passer la parole à l'homme de loi qui est justement sur notre plateau ce matin, au-delà du fait qu'il est également un homme politique. Dieudonné Tédissé, la justice, ils sont nombreux au niveau du Cameroun qui pensent que, ils utilisent même parfois des mots forts, hein. Ils disent carrément en route, la justice a foutu le camp au Cameroun. C'est excessif, ou alors, à un moment donné, nous devons nous interroger. Parfait. On doit s'interroger. C'est pas excessif. Parce que si vous avez côtoyé la grande maison justice, vous vous rendrez à l'évidence que parmi les meilleurs, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Vous rendrez à l'évidence, quelqu'un va voyager 280 km pour venir à une audience. L'audience est renvoyée. Vous avez des gens qui sont en détention pour lesquels on renvoie parce qu'il faut le retour-citation, l'huissier n'a pas servi ci, l'huissier n'a pas servi ça. Bref, aujourd'hui, il y a un élément assez important, c'est de mettre les moyens à la disposition des citoyens en termes de connaissance de leurs droits. Parce que le fond du problème, parfois, c'est que beaucoup de citoyens ne sont pas au fond de leurs droits. Parce que quand l'OPJ, le procureur, le juge, ou un acteur de la justice se rend à l'évidence que devant lui, le justiciable connaît bien ses droits, l'abus recule seul. Vous avez d'autres cas où parfois quelqu'un convoqué dans l'unité, il lui est conseillé de ne pas appeler l'avocat parce que l'avocat va venir, ça donne l'impression qu'il est suspect et au-delà. Le fond du problème, c'est qu'il faut enseigner aux Camerounais le b.a.-ba en termes de connaissance des droits et des devoirs. Parce que la plupart du temps, beaucoup de nos compatriotes passent le temps à réclamer les droits, mais sans connaître leurs propres devoirs. Et c'est cet équilibre-là qui a lieu de fait. Et je voudrais, pour chuter sur ce point particulier, à votre permission, faire observer que un peuple sans formation juridique et patriotique est un criminel en puissance. Et une institution, un juriste, magistrat, avocat, sans formation civique et patriotique est un criminel en puissance. Parce que voyez-vous, il y en a qui parfois oublient que dans la veine coule le même sang que celui qui est poursuivi. Et la plupart du temps, il y a des justiciables qui sont prêts à aller micmaquer avec des magistrats, des auxiliaires de justice, préférer micmaquer les 1 million, 2 millions de francs que de payer les honoraires d'un avocat à 300 000 francs, à 500 000 francs. Et c'est ça le véritable problème qu'il y a. Donc du coup, il est important que chacun puisse connaître quelle est sa part de responsabilité et dans quelle logique nous voulons avancer pour un Cameroun meilleur. Très bien. Lazare Zambo, ce matin nous parlons d'un sujet d'une importance, ma foi, capitale. Nous parlons de la justice. Pour le cas du Cameroun, j'ai également enquêté. Et au finish, beaucoup m'ont fait comprendre parfait, tu sais, au Cameroun, c'est la justice des forts. Quand tu es fort, à un niveau de la justice, c'est toi qui as raison. Quand tu es faible, on ne t'écoute même pas. Tu as raison, tu vas en prison. Et celui qui a tort, on le libère. Nous parlons du Cameroun, bien c'est un autre pays. Nous parlons bien là du Cameroun. En tout cas, il faut tout simplement comprendre le fonctionnement du Cameroun. Je ne vais pas faire le parallèle ici avec d'autres institutions. Le problème, c'est comment ça se passe chez nous, au-delà des lois, au-delà des textes. Bon, il faut d'abord dire, j'ai discuté avec un avocat un jour, il me disait, l'une des choses les plus difficiles, parfois, c'est de défendre un innocent. Dans le cas d'espèce, quand voilà l'une des choses les plus difficiles. Les plus difficiles, c'est défendre un innocent. Oui, défendre un innocent. Incroyable. Parce que de-là d'un principe fondamental, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver
au niveau de la justice camerounaise, à savoir le principe des présomptions d'innocence. Mais on a l'impression que on est plutôt dans la présomption du crime. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours comme si dès le départ, n'est-ce pas, l'accusé a déjà tort. Vous avez quelqu'un qui vous porte plainte, quand on vous remet la convocation, la manière, vous êtes encore au niveau des auxiliaires de justice, la manière dont on vous reçoit, déjà vous l'accusez. C'est un peu comme si vous êtes coupable, n'est-ce pas? Voilà, quand on vous reçoit. On ne vous ménage vraiment pas comme un innocent. On vous menace. Voilà, qu'on voudrait écouter, n'est-ce pas, pour avoir la vérité, pour faire avancer justement les enquêtes. Bon, mais maintenant, il y a l'autre côté. J'ai parlé justement de fonctionnement, sans vouloir faire un parallèle avec les autres institutions, surtout quand on présente un peu le système camerounais, le système du pouvoir, n'est-ce pas, de Yaoundé. Est-ce que vous avez des gens qui ont trouvé du travail, c'était qui sont allés à l'ENAM, ils sont des magistrats, après vous êtes juge, vous êtes ci, vous êtes ça. Et alors, je suis en pause, comment est-ce que la justice fonctionne, c'est-à-dire au-delà de tout ce que j'aurais appris à l'école, au-delà de tout ce que j'ai appris lors de ma formation, mais maintenant que je suis sur le terrain, comment est-ce que fonctionne la justice chez nous? Comment fonctionne le tribunal chez nous? Et on peut même encore spécifier, c'est-à-dire on va dire comment fonctionne le tribunal d'Ekounou, ou comment fonctionne celui du centre administratif une fois que vous êtes affecté là-bas. Voilà les problèmes qu'on connaît dans notre justice. Lorsque vous avez des substituts du procureur, vous arrivez quelque part, substitut numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et vous voyez, vous partez des auxiliaires de justice, on vous envoie vers un procureur, et quand on est dans une société, on vous dit, quand on vous envoie sur le procureur Lazare Zambo, si vous n'avez pas 200 000, on ne va pas vous libérer là-bas, même si vous avez raison. Ah bon? Mais gardez d'abord les 200 000. Voyez-vous, quand vous avez une telle justice, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dire tout à l'heure que, bon, quand vous connaissez vos droits, je voudrais aussi vous dire que nous sommes dans une justice où il est même délicat de rappeler à celui qui vous interroge que vous connaissez votre droit. Que vous connaissez vos droits. Tel que vous ne m'enseignez pas mon travail. Vous ne m'enseignez pas mon travail. Voyez-vous? Et vous vous enfoncez, plus vous voulez lui rappeler que le cheminement qu'il est en train d'emprunter ne relève pas du droit camerounais. Et comme vous avez dit parfois ici, on dit, vous voulez m'apprendre mon travail, je suis. Vous avez pareil avec les auxiliaires, parce que tout passe souvent des auxiliaires de justice. Vous avez pareil avec les auxiliaires de justice, où des gens arrivent sur le terrain pour vous prendre. Vous vous dites, est-ce que vous avez un mandat? Monsieur, on veut rien savoir. Vous avez des gens qui sont armés, certains en civil, des civils. Mais est-ce que vous avez un mandat avec vous? On vous prend et vous résistez. Dans la voiture. Vous résistez, vous criez, écoutez, j'ai l'impression que je suis enlevé, je suis en train d'être kidnappé par des individus et tout. Si vous avez un poteau électrique près de vous, vous vous défendez, vous vous accrochez sur le poteau électrique et tout. Alors, tous ces actes que vous posez, il y a un là qui semble être le patron de la troupe, il dit qu'il résiste. Attendez qu'on arrive au poste. vous voyez une justice qui fonctionne de cette manière. Et quand vous arrivez au poste, on vous passe à tabac, on vous dit parle encore. Mais comment des auxiliaires de justice peuvent fonctionner de cette façon? Pareil, on vous envoie devant le procureur. Le procureur qui a votre dossier. Ce ou celui qui est en face de vous. Et ils sont déjà amis. Vous n'êtes pas au courant. Ouais. Ils ont déjà lié une amitié. Et on a déjà mis les bases de la manière dont on va vous traiter. Et donc quand vous arrivez, quel que soit ce que vous allez dire,
À la fin, mandat de dépôt dit, allez d'abord proposer. On va voir après. On va voir après. Et parfois, on va voir après là. Tu fais 2 ans. Oui, non, d'abord, vous allez revenir là après 1 mois et demi. Juste pour les formalités. Oui, vous partez d'abord passer 1 mois et demi. Un jour, vous revenez. On dit, on a enrôlé votre affaire. Et la prochaine audience, c'est dans 3 mois. Et vous repartez en prison. Et tout ceci, vous êtes en prison. Alors, moi, pour dire que quand une justice fonctionne de cette manière, des hommes, ils gèrent la justice de cette façon, je crois que ce problème est très profond. Il est très, je voudrais vous dire que j'ai eu pour et par là, j'ai une de mes belles-sœurs, la veuve d'un de mes grands frères, avait conduit en justice. L'affaire a fait plus de 10 ans en justice. Et je voudrais vous dire que c'est une dame qui est venue trancher cette affaire. J'ai connu, je ne sais combien de magistrats, combien de juges. Il a fait 10 ans. Alors il y a une qui arrive sur ce dossier. On l'affecte nouvellement. Et elle est énervée parce que la pile des affaires qu'elle trouve, elle dit ce n'est pas normal. Parce que ça revient à ce que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dénoncé. Elle dit mais ce n'est pas normal. Quand elle paye le dossier, on a l'audience. Elle pose des questions, elle dit mais si on poursuit quelqu'un depuis 10 ans, on ne peut pas rendre le verdict, c'est qu'il n'y a pas des éléments probants. Pourquoi cette affaire traîne ici depuis? Je vous dis, parfois, il y avait 10 ans d'audience, 10 ans au tribunal des cours. C'est cette femme qui est venue rendre le verdict. Donc, quand on a une justice un peu comme celle-là, il y a aussi la famille. N'est-ce pas? Mon oncle est magistrat. Quand on a une justice comme celle-là... Le trafic d'influence. Le trafic d'influence... Très bien, c'est compris. Voilà. Je crois que... Chez ton Lazare. C'est assez difficile qu'on ait une véritable justice au Cameroun. C'est assez difficile qu'on ait une véritable justice au Cameroun, selon Lazare Zambo. Alors, Diama, fils, parlons un tout petit peu des lenteurs judiciaires. Que ce soit le président de la Cour suprême ou d'autres grands magistrats, par moment, eux-mêmes là-bas, ils ont souvent eu à dénoncer cet état de choses. Lazare vient de nous parler d'un cas où la procédure a traîné pendant 10 ans. Entre-temps, la personne était en prison. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Comment on te porte plainte? On demande qu'on te mette sous mandat de dépôt. Mais maintenant, vous restez là-bas 2 ans, 10 ans, 15 ans, sans qu'on nous rende le verdict. C'est toujours la justice? Parfois ici, quand vous évoquez la problématique de la justice au Cameroun, ça fait froid au dos. Ah bon? Oui, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos parce qu'il faudrait d'abord qu'on s'interroge sur la véritable question qui est celle de savoir pourquoi cette situation. Si nous ne pouvons pas toucher le nœud du problème, nous allons toujours épiloguer tout autour du pot sans jamais appréhender une sorte d'issue ou bien début de solution. Mais la vérité est que un peuple qui n'a pas d'éthique, qui a perdu la morale, est un peuple qui n'a plus peur de Dieu. Et partant, et ce peuple devient comme une cave à bêtes. Une cave à bêtes. Et il est toujours bon, parce que quand nous parlons souvent de ces affaires-là, ceux qui n'ont jamais été victimes ne peuvent pas, nous exagérons. Voilà, ne peuvent pas appréhender la douleur, la difficulté qu'une victime peut ressentir dans ce cas d'espèce. Moi, je veux parler pour mon cas personnel. Allons-y. Il y a quelques années, nous faisions notre émission, notable avec Léo, là où nous connaissons tous. Et un samedi, pendant que je me prépare, je sors pour venir à l'émission au niveau de l'Omnisport, je vois 4 boscos devant moi qui me prennent au niveau de la pharmacie bleue, là en face de l'hôpital général, qui m'arrêtent. J'ai cru que c'était un enlèvement parce que nous, les journalistes, nous vivons des vers et pas meutes. Heureusement qu'il y avait 2 femmes qui vendaient des avocats à l'entrée, qui ont vu parce que j'ai crié,
Ils m'ont vraiment porté. C'était un enlèvement. Ils m'ont mis dans leur voiture, ils m'ont amené à la gendarmerie. Direction gendarmerie d'Omnisport. J'ai jamais reçu une convocation, j'ai jamais été interpellé. Je suis célèbre, je suis connu. Et là, je me retrouve en cellule. Et ce sont ces femmes-là qui courent aller dire à mon épouse. Et elle ne sait pas où on m'a amené. Mon téléphone, on m'arrache, on m'enlève mon téléphone. Et c'est samedi. Vous n'avez pas le droit d'appeler un avocat. Je n'avais pas le droit d'appeler un avocat. Vous n'avez même pas le droit de dire à votre famille que je me trouve à tel endroit. Et quand j'arrive à la gendarmerie, il y avait un monsieur qui était là, qui m'a reconnu. Et il a fait tout pour informer mon épouse. Et voilà comment mon épouse s'est amenée là dimanche matin. Elle a fait du bruit. Et je lui ai dit, bon écoute, tu signales cette affaire-là au PDG, à Mokubelinga. Et rapidement, lundi matin, il m'a fait appeler. Il a appelé le commandant. Et c'est comme ça que le commandant est obligé de prendre le téléphone. On vient me retirer de la cellule. J'étais là tout mouillé parce que tu es dans l'inconfort, tu es dans l'insécurité, tu es faible. Dans ces situations-là, qui que tu sois, tu deviens faible. Et ce n'était pas un dossier où j'avais tort. J'avais raison, mais ces gens avaient décidé d'outrepasser les principes de droit. Et c'est comme ça que le commandant s'est vu appeler du 7, et tout tremblant. On me sort donc de la cellule, on me met là dehors. Et le commandant, lui qui moussait devant moi et qui, parce qu'il était de mèche avec ces gens-là, devient tout petit. Et c'est comme ça que le PDG me fait libérer le même lundi dans l'après-midi. Pour dire aux gens qu'il faut faire très attention. Nous avons atteint un stade où, même quand la décision de justice est rendue, elle n'est pas applicable. Il faut bien s'interroger. Quel est ce pays où, parce qu'on est titulaire d'un poste, par exemple de ministre, on est astreint à toute application, exécution des décisions de justice. Ça n'a pas de sens. Et ça fait fraude. Même pour les échéances politiques dans notre pays, quand vous regardez ça, vous avez l'impression que nous vivons dans une histoire comme Hobbes parlait du droit de la force. Alors qu'il y a exactement le droit qui devrait régir la société. Mais on est dans le carnaval de la force. Et puis, la nette impression qu'on a, c'est que j'ai, et l'expérience que j'ai, c'est que les magistrats ou les hommes de justice ne sont pas forcément fautifs. Parce qu'il y a plein de cas, les cas sont légion, où la justice est rendue mais n'est pas applicable. Parce que tel est général, tel est colonel, tel est ministre. Mais il y a encore, et je vais les saluer ici, parce que toujours décrier n'est pas toujours bon, mais il faut savoir féliciter ceux qui font bien. Tout à fait. Moi, j'ai connu un cas où un général dans ce pays avait un problème de terre où il avait acheté le terrain en seconde position, où il y avait déjà un titre. C'était un jeune homme qui avait ce terrain. Et la situation se posait exactement au niveau de l'Omnisport. Alors ce jeune homme ayant acheté son terrain comme Blériot, il va en Europe, il fait 18 ans, il sait qu'il a son titre foncier. Le général s'amène là, il regarde, le terrain est en bordure de route, et il demande le terrain à qui? On dit non, c'est une maman qui est là. La maman va, et il va rencontrer la maman. Et il décide d'acheter le même terrain. On lui dit qu'il y a un titre foncier sur ce terrain. Le terrain appartient à quelqu'un. Il dit, rien. On est au Cameroun, moi je vais. Il a acquis le terrain. Par des manœuvres que nous connaissons, il a acquis un second titre foncier sur le même terrain. Il s'est mis à bâtir un immeuble qui est là, en face de l'hôpital général. Et la situation se retrouvait exactement comme Lazare Zambo disait, autant d'années de procès. Mais il y a un jeune procureur qui est venu dans le même scénario, et ayant revisité le dossier, a dit, mais cette histoire-là, c'est quoi? Mais tout bien meuble placé sur un bien immeuble appartient à celui qui a le titre sur le bien immeuble, qui a le premier titre. Il ressort, il dit que voilà, il a tranché l'histoire là. Ce général est mort de crise cardiaque. Ouais, je connais aussi. Il est mort de crise cardiaque. Pour dire quoi? Pour dire que les hommes de justice doivent faire leur boulot. Ils doivent avoir de l'éthique. Il faut que les uns et les autres, dans notre société en général, parce que la société n'est régie que par la justice, il faut que nous accédions à l'esprit christique. Très bien. Qui est cet esprit de vérité pour pouvoir nous guider chaque jour
dans nos actes. Merci. Pierre Blériot-Niemek, parlons un peu de cette justice à un moment qui envoie des innocents en prison et maintenant les fautifs sont en liberté. Pierre Blériot-Niemek, il est arrivé que je fasse un tour en prison et je cause avec certains. Lorsqu'ils te racontent des histoires qui les ont amenés en prison, Blériot, tu peux d'abord croire que c'est un scénario de film. Il y a des cas comme ça, les cas sont légion. Est-ce que nos procureurs, est-ce que nos hommes de droit, est-ce que je ne sais pas moi quoi, de temps en temps, ils ne doivent pas faire des tours dans des prisons, des tours dans des cellules pour s'enquérir de la situation? Blériot, il y a un phénomène au Cameroun, trop d'innocents en prison. Alors, aujourd'hui, nous prenons sur nous de faire le procès de la justice. Un procès médiatique, un procès journalistique. Vous savez ce qu'il y a de bien dans la morale et la vertu? Non. C'est que même ceux qui font mal admirent ceux qui font bien. Ça, c'est clair. Donc, n'ayez pas peur qu'un magistrat va se fâcher. Quand le magistrat vous verra, il vous dira « Bonjour, parfait Haïssi. Bonjour, monsieur Tédissé. » Parce qu'au fond de chaque humain, il reste quand même un zeste de vertu qui, lorsque nous sommes incapables de faire le bien, nous admirons quand même ceux qui font le bien. Le problème de la justice, pour le résumer au Cameroun, c'est d'abord au niveau de ses fondamentaux. Ceux qui doivent nous juger doivent avoir au moins 3 qualités. Ils doivent avoir la connaissance, qui est liée aussi à la compétence. Ils doivent avoir la qualité. Ils doivent avoir la vertu. Beaucoup ont cédé aux sirènes qui leur enseignent désormais non plus à rendre justice, mais à rendre service. Lorsque on rend service, c'est contre un gain. Ça, c'est clair. Vous verrez donc un magistrat au service d'un citoyen ou d'un groupe, ou même des ordres, qu'ils soient des ordres ouverts ou des ordres fermés. Parce qu'aujourd'hui, on a embastillé beaucoup de gens. Nous condamnons aujourd'hui, nous faisons aujourd'hui le procès de la justice, mais disons qu'eux-mêmes ne sont pas libres. Ils n'agissent pas en âme et conscience, comme on le leur demande. Parce que je vous ai dit que certains sont soumis à des ordres ouverts, d'autres à des ordres fermés. Que voulez-vous attendre de quelqu'un qui, pour sa nomination, a reçu l'onction des ordres fermés? On l'a donc envoyé quelque part pour rendre service et non pour rendre justice. Vous demandez qu'ils aillent faire des tours dans les prisons et autres. Tout à fait. Mais demandez aussi aux médecins corrompus, pour ceux qui le sont, d'aller faire des tours dans les morgues. Parce que beaucoup de médecins ont provoqué beaucoup de morts. Ouais. Mais on vous dit qu'on est... Est-ce qu'ils ont encore un cœur? Non, pas tous. Lorsqu'on rend service, parce que vous voyez, les gens ne font pas attention. Dans le cadre, par exemple, de la médecine, on doit soigner. Quand ça devient une affaire d'argent et qu'on priorise l'argent, la maladie n'est plus le problème. Et un médecin qui est devenu comme ça va vous dire, mais vous parlez alors que vous n'avez pas d'argent. C'est aussi comme ça, le mauvais magistrat. Il rend service, il ne rend pas justice. Sauf que, à titre de conseil, moi je le fais. Demain, je peux être entre vos mains, vous pouvez me condamner, ce n'est pas mon souci. Mais quand vous avez passé votre vie à rendre service en tant que magistrat, vous êtes profondément malheureux. Parce que personne ne se souvient d'un magistrat qui rendait service. Si quelqu'un vous a payé et que vous avez condamné l'innocent, lui ne se souvient pas de vous. Lui, c'est d'ailleurs que vous êtes un vendeur. Bien sûr. Et il vous a donné... Vous n'avez pas de lien. Mais ceux qui rendent justice, je vous assure, on en a connu. On en connaît même encore. Je vais vous dire parfait ici. L'un des problèmes des jeunes magistrats, c'est qu'ils sont incompétents. Moi, je suis l'ami de hauts magistrats. Vous voyez un magistrat
qui appelle son jeune collaborateur et se met à lui expliquer toutes les erreurs qu'il a faites dans son dossier. C'est-à-dire que quand il était même à l'école, lui, il était déjà préoccupé par la recherche de l'argent. Tout à fait. Lui, il n'était même pas préoccupé par l'apprentissage du droit. Des fois, certains magistrats sont assis là, l'avocat, par lui, il ne comprend même pas ce que tu dis. Lui, il a déjà son orientation. Lui, il sait déjà comment il va résoudre le problème. L'application de la loi. Donc, toi, tu parles là-bas et tu les entends dans les couloirs. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Quand vous êtes compétent, vous avez de la retenue à violer la loi. Quand vous connaissez, vous avez un certain chagrin. Mais celui qui ne connaît pas est dangereux pour tout le monde. Parce que lui ne sait même pas ce qu'il faut faire. Donc quand il fait même le contraire, lui ne sait pas qu'il a mal fait. Donc il y a un problème de compétence. Il y a un problème de vertu. Il faut réenseigner aux hommes de droit, aux magistrats notamment, qu'ils soient de la magistrature debout ou de la magistrature assise, qu'ils ont une mission noble, celle de porter les vies des gens entre leurs mains. Après le chef de l'État, les médecins, vous êtes un corps qui peut décider de la vie ou de la mort. Tout à fait. Ne prenez donc pas vos actes à la légère. Ne posez pas des actes à la légère. Parce que ce que vous ne pouvez pas combattre, c'est le karma qui connaît vos maisons, même quand vous avez déménagé. Donc vous qui condamnez avec légèreté, vous vous condamnez vous-même. Vous vous condamnez vous-même. Quand vous prononcez un jugement inique, vous le prononcez contre vous-même. Si on pouvait leur enseigner ce genre de choses, ils verraient qu'ils regardent quelques-uns de leurs aînés, comment Vous savez, je vous ai dit que mon père était flic, non? Tout à fait. À une certaine époque, les policiers, quand ils allaient à la retraite, ne faisaient pas 3 mois. Oui. AVC. Ils mouraient. Alors, pourquoi ils mouraient ainsi? Parce qu'ils se permettaient de prendre des choses indignes tous les jours. Et les gens maudissent, je vais vous dire, l'argent qu'ils vous donnent lorsque vous le leur exigez pour sortir. Il y a des tribunaux et des parquets ici, on m'a dit déjà, que si on t'envoie là-bas, prépare tes 500 000. Donc c'est un péage. Prépare tes 500 000. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune façon de sortir de maille si tu ne laisses pas 500 000. Mais je vous dis en vous regardant dans les yeux, les 500 000 là, c'est pas dans quel tiroir vous les mettez. C'est les 500 000 de la malédiction, vous savez. Merci Pierre Blériot-Niamek. Nous allons lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour LP Effecto, vous et l'émission me manquez beaucoup. Je suis distrait avec les affaires des obsèques de papa. Je suis tombé sur votre débat ce matin qui m'intéresse. Perfecto, nous avons combien de magistrats pour combien de justiciable. Je pense qu'il voulait dire pour combien de prévenus. Bien pour combien, il dit pour combien de prévus. Ah non, oui, il a bien écrit. Et puis pour combien de prévus. Notre justice actuelle ne peut pas être juste parce que nos magistrats sont harcelés de travail. Ils sont obligés d'envoyer les gens en prison en attendant avoir le temps pour étudier le dossier. Non, mauvaise excuse. Mauvaise excuse. Mauvaise excuse. Le plus facile, c'est de ne pas envoyer les gens en prison. C'est le plus facile. C'est le plus juste d'ailleurs. Même leur temps à violer cette disposition de loi aujourd'hui qui autorise de libérer les gens lorsqu'on connaît leur domicile. Lisons d'abord les messages. Il continue en disant ceci. Notre justice actuelle... alors, ils sont obligés, oui, on a lu ça, n'oublions pas le pouvoir exorbitant de l'exécutif, la précarité, les clans, le mauvais cœur de nos OPJ. Parfait, regardez déjà la qualité de nos tribunaux. Un magistrat, après sa décision, se retrouve dans les couloirs avec les délinquants et qu'il vient de condamner. C'est Landré Chémou qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait à ici. Je veux le numéro de monsieur le dénonciateur. Eh ben, voilà le dénonciateur. Oui, mais cherchez-moi directement sur ma page Facebook officielle. Écrivez à l'équipe de communication, elle vous communiquera mon numéro. Bonjour Info TV, je suis Mohamedou Ismaïla sur le thème la justice, trop d'abus au Cameroun. Moi je dis oui, parce que dans mon pays aujourd'hui, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire, ne cherche même pas à aller très loin pour espérer un bon procès, car cela ne va même pas arriver. La justice au Cameroun est toujours du côté des plus forts. C'est dû à l'incompétence des justiciers. Au lieu de rendre justice, ils rendent service. Donc, il est donc d'accord avec Blériot. Autre message ce jour. Bonjour à toi, le Zeus de la modération.
Incroyable. Ainsi qu'à ton panel de sages, imaginez 3 gardiens d'une ONG qui, après une bataille avec des braqueurs, ont pu en maîtriser un blessé à la suite de cela et qui, en allant le livrer au poste de gendarmerie, s'est fait ravir le renégat par une patrouille du commissariat central. Le premier jour, ils ont fait leur déposition sans souci, mais les 3 jours suivants, ça a viré aux interrogations au point où on leur reprochait de manière subliminale d'avoir gravement blessé le braqueur en question. Il continue en disant, 5 jours plus tard, le malfaiteur a été libéré. Et c'est après que nous avions appris que c'était un neveu de histoire vécue. Dieu merci, tous ne sont pas comme ça. Bonne journée. Dieu merci. Oui, j'ai donné tes dit si vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, parfait. C'est une situation, vous voyez, il y a le calao blanc, calao noir. Selon que vous soyez richissime, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. C'est une situation qui est dépeinte, mais aujourd'hui, je pense, avec votre permission, que nous devons apporter des solutions. Et l'une des solutions fondamentales à apporter, c'est de faire que il y a une école d'avocature, parce que plus d'avocats, ça garantit la liberté. De 2, il faudra que pour devenir procureur, qu'on ait été avocat pendant au moins 5 ans, pour devenir juge, qu'on ait été procureur pendant 10 ans, et que quand on devient juge, on devient inamovible. Parce que, voyez-vous, dans la carrière des magistrats, lorsque le gars sait qu'il rendra une décision dans un dossier et que vous allez le prendre pour envoyer à Salapombe ou bien à Moulundu ou à Yokadouma, plus à Yokadouma, et il voit qu'il va monter dans la Savienne pour aller à sa famille, c'est un problème. Le second point, c'est qu'il faut un juge d'application des peines et un juge de la mise en état des dossiers. Parce que je ne sais pas à quoi me sert un menuisier, un maçon en prison, alors qu'il peut être condamné à aller faire des travaux d'intérêt général et rapporter. Un autre point, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il se tient toujours? La dernière fois, c'était en 2020. Et on a posé le problème dernièrement, hein, je pense que c'était à l'Assemblée nationale, au ministre d'État garde des Sceaux. Réponse du ministre d'État garde des Sceaux, je vous ai compris. Et vous voyez, vous ne pouvez pas avoir des magistrats qui ne sont pas sanctionnés à la fin de chaque année par un conseil supérieur de la magistrature qui évalue leurs compétences et leurs résultats. Et donc, du coup, l'une des réformes fondamentales qui pourrait aider à sortir de ce problème, c'est qu'il faut enlever la présence du Conseil supérieur de la magistrature au président de la République, remettre au premier président de la Cour suprême, mettre pour rapporteur le procureur général et mettre... Permettez-moi quand même, te dit, c'est pas la première fois que vous faites cette proposition sur ce plateau. J'ai toujours eu un autre souci. Est-ce que le problème, excellente proposition, mais est-ce que le véritable problème, c'est ce que vous êtes en train de proposer? Est-ce que le problème ne réside pas dans la mentalité des magistrats qui rendent justice, ou alors qui sont censés rendre justice? Même lorsqu'on aura fait tout ce que vous êtes en train d'évoquer là, si les magistrats continuent à prendre de l'argent, ça va changer quoi? Parfait, il y a un autre problème fondamental. Le paiement des primes, des frais d'émission et autres là, c'est un autre problème parce que vous avez des magistrats qui ne perçoivent pas les primes et autres. Si vous, pour pouvoir permettre à quelqu'un de rendre une décision fondamentale, d'être indépendant dans sa fonction, il faudrait que les conditions nécessaires de travail soient réunis. Vous voulez faire comprendre que les magistrats sont mal payés au Cameroun, voilà pourquoi ils rendent des mauvaises décisions de justice? Je ne voudrais pas rentrer dans cette logique-là, mais je voudrais faire observer... Vous voulez faire comprendre quoi? Ce que je veux faire comprendre, c'est que les conditions... Nous sommes déjà presque à la fin de cette édition spéciale depuis notre centre de production ici même à Yaoundé. Il s'agissait de Webapo qui... aurait impliqué Madame la présidence Biya. Il faudrait retenir que cette justice est trop abusée au Cameroun. Alors l'espace minier de ce jour, comme vous avez suivi, nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions. Essayez de nous soutenir sur notre page politique de Daniel Nikon pour que nous puissions toujours fournir les très belles contenus. Bonsoir à tous et bienvenue à la prochaine 20h.